Bonjour à toutes et à tous, dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence, cette fois-ci avec Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy, un duo de scénaristes qui a le vent en poupe puisqu'on leur doit bientôt Belphégor, Lucky Luke et le prochain film d'animation d'Astérix et Obélix. Vous allez voir, c'est absolument passionnant, ils nous invitent dans l'intimité des Writers Room, dans l'intimité d'un travail en duo de scénaristes, et c'est bien évidemment toujours avec Maxence Pirard et moi-même, et c'est dans quelques instants après les audios de circonstances. Ce podcast vous est présenté par World Media Match, la plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Que je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, mais quel plaisir de vous retrouver, toujours avec Maxence. Comment tu vas, Maxence? Ça va, salut tout le monde, bonjour. Voilà, et alors que l'État français, c'est la galère, qu'on ne sait pas si on a un gouvernement, si on n'a pas de gouvernement, s'il va sauter, la valeur sûre, ça reste quand même Séquence, puisque nous, on est là tous les 15 jours, chaque mercredi matin à partir de 7h, depuis quasiment, depuis plus d'un an. D'ailleurs, on n'a rien fêté pour nous un an, Maxence. Non, c'est vrai, on s'est posé la question, mais on n'a pas encore franchi le pas de faire un petit quelque chose, peut-être bientôt, on ne sait pas. Voilà, et quand on aura, je sais pas, peut-être il y aura une occasion de faire les 1 an, les 2 ans, on ne sait pas encore. Les petites précautions d'usage, bien évidemment, comme quand on est en avion et qu'il y a l'hôtesse qui arrive et qui vous dit à la sortie à droite, à gauche, il y a le masque au-dessus qui va tomber. On vous encourage bien évidemment à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute, que ça soit Spotify, Deezer, Apple Podcast. On est sur Amazon Podcast ou Amazon Music, je ne sais jamais le titre. Vous avez une version YouTube qui vous permet de voir que maintenant je porte des lunettes, que Maxence a changé la couleur de son micro, et de voir que simplement nous tournons de manière très très simple. Vous dire également que avec Maxence, on a eu, on va vous tenir un peu au courant de ce qui se passe pour nous aussi. On avait 2 projets qui étaient des jolis projets en cours. On en a un qui s'est arrêté malheureusement, qui a été en chaîne, une grosse discussion auprès des conseillers de programme, mais qui n'a pas franchi le pas. Et en même temps, on a appris quasiment la même semaine, je me trompe pas. Oui. On était lauréat d'un gros appel d'offres, avec des centaines et des centaines de projets qui ont été proposés, et nous sommes les 2 joyeux lauréats de cet appel d'offres. Pour l'instant, on vous en dit pas plus parce que dans l'idée du podcast, on va voir si on arrive à convaincre un petit peu nos futurs interlocuteurs, parce que ce projet va être en développement avec la chaîne pour je pense qu'on va partir pour 6 mois. Et de voir du coup avec la production, même avec le diffuseur, s'ils acceptent qu'on rentre un petit peu dans l'intimité de tout ça, avec des épisodes spéciaux d'ailleurs que vous retrouvez aussi, puisque là on va retrouver à partir d'aujourd'hui un rythme un peu plus traditionnel sur Séquence, puisqu'on revient sur de l'interview de gens que nous n'avions pas encore rencontrés. On vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez fait pour la suite de notre création de série en live avec Déborah Djejarmon et Joris Morio. D'ailleurs, nous devrions revenir pour un épisode spécial à Noël avec une vraie surprise pour ceux qui suivent cette petite saga intra-séquence.
Donc ça sera le 25 décembre logiquement. Et je vous fais un petit point aussi sur les invités futurs. Nous aurons dans quelques semaines François Iter, qui est conseiller de programme chez France Télévisions, qui a accepté l'invitation. Il y a d'autres directeur de chaîne aussi, qui est conseiller de programme d'autres chaînes qui viendront en 2026. Mais voilà, donc si vous avez des questions pour lui, vous n'hésitez pas à les poser à travers soit Podcastic, qui est notre hébergeur, c'est le lien que vous voyez sur nos réseaux sociaux, ou également directement sur Spotify, Deezer et Apple Podcast et YouTube. On surveille tout. Cette intro était un tunnel énorme, immense. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va quand même revenir à 4, puisque j'accueille Mathieu Leblanc et Thomas Mansuy. Salut les garçons. Salut. Donc voilà, on est 4, c'est pas un épisode, on va pas créer de série là en live, on va juste du coup s'intéresser à votre parcours. Pour la petite info, entre le moment où Maxence et moi on s'est dit il faudrait vraiment qu'on les invite parce qu'ils ont une actu de fou, j'ai l'impression que notre actu est encore plus folle au fur et à mesure des semaines en attendant la préparation de cette émission. Donc on a beaucoup de choses à aborder ensemble, mais pour l'instant, je vais passer la parole à Maxence. Effectivement, bonjour à vous deux. Aujourd'hui, on reçoit un binôme de scénaristes, comme moi et David, pour le coup. Donc, ça fait plaisir de voir un petit peu la dynamique que ça prend sur cet épisode qu'on n'a jamais fait. Donc, bonjour Thomas, bonjour Mathieu. Ensemble, on vous connaît parce que vous êtes derrière la série Panda sur TF1. Thomas, on te connaît aussi pour Scène de ménage, Nos chers voisins, En famille ou encore Péplum. Mathieu, tu commences toi en tant que producteur digital avant de travailler sur des séries comme Demain nous appartient, Astrid et Raphaël, mais aussi En famille. Du coup, moi, la question qui me taraude sur le début, c'est comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer ensemble sur le long terme? C'est une histoire de coup de foudre. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait pris évidemment des directions très différentes avec Mathieu, puisque lui était jeune producteur et moi j'étais jeune auteur. Comme tu as cité tous ces petits programmes, c'était du programme court. Et donc, moi, ça m'éclatait. C'était mes premiers boulots d'écriture. C'était merveilleux. Sauf que j'avais d'autres idées qui bouillonnaient et j'avais besoin de trouver des interlocuteurs pour développer des projets perso. Et c'est là que j'ai rencontré Mathieu à travers sa boîte. Ça s'appelait Aomis. Je te laisse en parler, Mamie. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment notre parcours a été émaillé, et notre collaboration a été émaillée de différentes collaborations, parce qu'en gros Thomas, lui, il grimpait chez Cabot, mais quand on s'est rencontrés, on avait chacun 1 an d'expérience professionnelle, donc on était vraiment à nos tout débuts et on s'est rencontrés professionnellement, et on a développé une amitié professionnelle qui s'est renforcée amicalement tout du long de notre existence, parce que ça fait quand même 16 ans maintenant qu'on se connaît, et ce qui était la dynamique entre Tom et moi, c'est que en fait, il développait ses projets de cœur chez nous. On a développé pendant 5 ans 9 projets. Il y en a où on a eu du CNC, il y en a où on a eu de l'aide au pilote, des petits trucs comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après, moi, à un moment donné, cette boîte, on était producteur de nous-mêmes, puis après, on était producteur d'un programme pour Slash, après d'un programme pour des trucs pour Dailymotion. Et il y a un moment donné, on a eu des problèmes de trésorerie. Et Thomas m'a coaché pour rentrer sur En famille. Et quand je suis rentré sur En famille, quelques semaines plus tard, il est devenu directeur de collection. Donc, c'est devenu mon patron. Nos dynamiques. J'espère que tu t'es vengé, Thomas. Je me suis vengé, mais il en est encore traumatisé. Il me reparle des critiques que je faisais acerbes sur ses textes. Mais non, moi, ce qui est intéressant, c'est que Mathieu, faut dire un truc, c'est que c'était un auteur qui, dans le placard, il a mis du temps à faire son coming out, mais il coécrivait absolument toutes les bibles qu'on faisait ensemble. C'était un co-auteur déjà. Et voilà, notre relation a passé un step quand il m'a proposé d'être son témoin de mariage, parce que j'étais au final, et ça c'est intéressant professionnellement, la personne qu'il voyait le plus après sa femme au quotidien, c'était moi, parce qu'on développait tous azimuts. Et donc, et après ça s'est emballé. En fait, on a testé toutes les positions, si moi je peux me permettre aussi. Donc j'ai été son auteur, il a été le mien, et ensuite nos chemins ont splitté parce qu'il a fait ses armes de son côté sur les programmes que tu as cités, du Astrid et Raphaël, du Quin, du polar, de la quotidienne et du polar principalement. Et moi j'ai fait de la comédie familiale. Et on s'est plus ça, et on s'est retrouvés parce qu'en fait, et alors amicalement, il s'avère que nos chemins se rapprochaient parce que une des témoins de ma femme est devenue sa femme. Enfin, et voilà, il est né de tout ça, des enfants dont on est les parrains respectifs, etc. Mais c'est vrai qu'on a, nos chemins professionnels se sont écartés parce que moi j'étais un petit junior pendant que lui il était déjà, ça faisait 5 ans qu'il était scénariste. Donc au final, on a chacun fait des choses de notre côté. Et puis je lui ai proposé de venir tenter les Rivières pourpres ensemble. Et là,
On a fait 2 fois 2,52, c'est bien passé. Et petit à petit, on faisait 50% de notre travail ensemble, puis 80. Puis au bout d'un moment, on a commencé à se dire, on a fait cette déclaration d'amour, mariage, écoute, est-ce qu'on ne deviendrait pas une entité professionnelle? Parce que moi, je dis souvent, un bon co-auteur, c'est quelqu'un que tu réécris à 50%. La merveille avec Tom, c'est qu'on se réécrit à 20-30%. Quand on a chacun le lead sur les projets, on se les répartit, mais on conçoit tout ensemble, mais après, voilà. Et on a tous les deux eu de multiples expériences de coécriture. Et à un moment donné, on s'est dit, en fait, on pourrait s'en sortir tout seul, mais c'est quand même mieux ensemble. Donc, allons-y. Et voilà. Et donc, du coup, là, il y a eu une espèce de jubilé entre Panda, entre la série Black Musketeer, qui est une adaptation des Trois Mousquetaires qu'on a fait avec Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui s'est finalement arrêté, mais qui a été un endroit d'apprentissage énorme. Et puis Lucky Luke, Belphégor, enfin voilà. On s'est retrouvé. Je suis sûr que t'anticipes beaucoup trop parce que Ah non, mais il fait ça dans les rooms aussi. Mais c'est intéressant parce que Mathieu, tu disais que grosso modo vous avez l'idée ensemble et après chacun développe celle peut-être qui lui parle le plus, c'est ça? Non, mais on a développé un système, c'est-à-dire que déjà on a nos marottes, on est siamois, mais on a chacun quand même nos goûts. Nos petits projets de prédilection. Simplement, il y a un système qui s'est mis en place de manière assez naturelle, c'est qu'il y en a un qui prend naturellement le lead sur le projet. C'est-à-dire que, par exemple, Panda, de fait, c'est moi qui ai commencé à le développer. J'ai eu la première touche avec la prod, avec le diffuseur et tout. Puis Mathieu, évidemment, il est à bord immédiatement. Donc, en fait, on a compris un truc, c'est que tous les deux, on est très passionnés et on est capable de débattre ad vitam sur 3 mots, sur une vanne, sur un truc. Donc, on se dit, pour notre santé mentale et pour la pérennité de notre couple, on va donner le dernier mot à quelqu'un. Donc, sur chaque projet, il y en a un qui a le final cut, qui est celui qui a le dernier mot, qui est celui aussi qui se tape ou qui jouit, ça dépend du point de vue, les versions de calibrage de texte, de lissage, au début de prépa et en fin d'écriture, qui assure le lien avec la prod. C'est-à-dire que voilà, notre force, c'est qu'on est deux, on écrit à deux sur ces projets-là. Il y en a un qui fait le polish et il y en a un qui assure le suivi de projet, en fait, le suivi du chantier, si je puis dire. Donc, moi, j'ai été sur Panda, c'était moi qui avais le lead, sur Black Musketeer aussi. Mathieu, ça a été sur Luc, qui a été plus son bébé que le mien, mais voilà, toujours avec cette part égale à l'écriture, mais dans la gestion, un investissement un peu différent. Et pareil, on a Astérix, c'est typiquement, enfin, c'est pas toujours qu'une question d'appétence, c'est aussi, ça nous permet quand même aussi de jongler avec les projets qui sont en parallèle et qui avancent de manière magique en même temps. Typiquement, Astérix, c'était un projet qui nous est venu par le prochain dessin animé qui va sortir au cinéma. Oui, c'est ça, on précise, c'est Astérix et Obélix en Nubie, hein, c'est ça? C'est ça, et voilà, qui a été, c'est sur une idée, un scénario original de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qui étaient en plein Monte Cristo et à un moment donné où il y avait besoin de réécriture et qui ne pouvaient pas, qui nous ont appelés pour une mission d'1 semaine, Blitzkrieg, et qui s'est transformée en une mission de 6 mois où au final on a dû réécrire, c'est vraiment une réécriture à 8 mains et du coup typiquement c'était un moment où je sais plus où on en était dans Panda, mais je pense que Thomas, moi j'ai plus lu du Lucky Luke dans l'enfance et Thomas a plus lu du Astérix. Alors après, c'est-à-dire que j'ai une appétence plus cartoon que lui. Souvent, il me le reproche. Ça, c'est cartoon. Ça, c'est cartoon. Pomme, regarde la petite. Et en fait, ça se trouve, on va assister à la rupture du duo, tu sais. L'interview vérité. On connaît. Il y a du stress post-traumatique. Des fois, je dis qu'il est ringard et alors il me. Voilà, exactement. Mais non, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est une de nos forces. C'est que c'est pour ça qu'un duo, c'est fort aussi. C'est que tout ce qu'on propose à l'extérieur est passé au tamis de nos engueulades c'est même pas des engueulades, c'est juste des discussions, des débats. Et à partir du moment où tu proposes quelque chose en ayant écarté tout ce que ton collègue trouve pas convaincant, t'es quand même dans un exercice de souplesse bien plus important vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis des diffuseurs, vis-à-vis des collaborateurs artistiques. Donc voilà, et typiquement sur Astérix, c'était vraiment plus naturel que ce soit Thomas qui gère le truc. Et au final, c'est moi qui me suis retrouvé à le faire et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Et voilà, donc les leads, c'est un mélange d'appétence et en même temps de réalité du projet dans le développement. Ouais, parce que je vous rejoins là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser, je vais aussi nous citer un exemple, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'un duo de scénaristes fait tout de A à Z, et nous, on a à peu près le même fonctionnement avec Maxence, parce que c'est pareil, nous, on est très méthodologique, ça fait 1 an et demi, ça fait moins longtemps que vous, mais 1 an et demi qu'on bosse ensemble, et c'est vrai qu'en général, l'un
celui qui a l'idée de base, en fait, pose une première structure et après l'envoie à l'autre qui, en général, voilà, va, comme tu disais, en fait, va soulever tous les soucis, tous les trucs qui collent pas et déjà, tu as évacué une partie de petits problèmes que si tu étais tout seul, tu n'aurais peut-être pas vu, quoi. Mais nous, pour le coup, vraiment toute cette partie-là, on l'a fait ensemble. On discute beaucoup. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Scrivener dont Thomas se moque comme avec du stress post-processus. Non, mais en fait, par contrat, il est obligé de dire ce mot dans toutes nos communications. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, Matt, du coup? Non, mais c'est un logiciel d'écriture dont je suis le VRP depuis un bon bout de temps, puisque au final, évidemment, quand je l'ai toujours utilisé, à partir du moment où on a eu la chance de pouvoir créer des séries et diriger des rooms, je l'ai imposé parce que en gros, c'est contrairement à Final Draft, ça propose à peu près la même chose que Final Draft. Il y a un truc qui change tout, c'est que en fait, plutôt qu'avoir une timeline sur le beat sheet, voilà, sur le beat sheet, plutôt que d'avoir une timeline horizontale, ça a une timeline verticale. Et ça te permet en fait de poser 30 bits que tu vois à l'écran et de les manipuler et de en gros construire une structure avec une vélocité inimaginable. Et c'est un logiciel de mind map qui permet d'ouvrir des arborescences, de diviser tu peux écrire quand même dedans. C'est comme Final Draft, c'est-à-dire que tu as la possibilité de, comme dit Thomas, de mind mapper ta structure. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu mind map. En fait, c'est comme si c'était un mini document qui était relié à ça. Et en gros, c'est comme si tu manipulais l'architecture d'un Word. Donc, tu as un Word. Quand tu es dans ton Word. Ça me paraît ça. Et quand tu es dans ton Word, tu peux basculer en mode écriture scénario comme Final Draft. Et donc, tu peux passer par toutes les étapes. Tu peux enlever les écrans, machin et tout. C'est vraiment pensé forcément par des gens qui écrivent. Sauf qu'il est aussi ergonomique que Linux, si tu veux. Donc, en fait, c'est pour mettre juste une couleur sur une icône. Il y a 4 menus déroulants à ouvrir. Donc, moi, je trouve ce logiciel merveilleux quand Mathieu le crée. Quand Mathieu crée ce fichier, je suis très heureux de le manipuler. Le remplir, c'est un calvaire pour moi, mais c'est... Mais tu le fais pas d'ailleurs. Je fais pas du coup, mais c'est aussi ça. Mais ça correspond à nos natures aussi, parce que Tom est quelqu'un qui a une capacité d'improvisation absolue. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas finir mes phrases, bégayer, avoir la pensée qui cavale devant moi et je dois tourner. Maxence, est-ce que ça te rappellerait pas quelqu'un de mais là, littéralement, c'est la description de notre dynamique, en fait, si tu veux. Je me ressens vachement dans ce que tu dis. Voilà, bah écoute, donc du coup, moi, je me rattrape de manière très simple. C'est que, en fait, souvent, moi, je prépare nos réunions, j'écris et je note mes idées que je partage. Mais tu vois, on n'est pas dans un truc où c'est un truc formalisé. Et je fais souvent, en fait, le secrétariat parce que, au gros, on se parle. Je prends des notes. Et je les organise. Et à partir du moment où on a un Scrivener tous les deux, Tom, ça lui permet de jeter un œil quand on est arrivé à un stade un peu avancé de structure. Mais tout ce moment-là, on est tout le temps ensemble, si ce n'est que je fais le secrétariat. Et après, par contre, quand on est en direct, Tom, il fourmille d'idées dans tous les sens. Et moi, je les prends en note, je rebondis aussi. Et voilà. Et après, quand on est assuré qu'on est d'accord sur tout, là, soit on se divise le travail de scène, mais là, on est arrivé qui prend. Voilà. Avant, je sais pas comment vous fonctionnez. Nous, avant, on se débitait et quand on avait un dialogue à faire, on se donnait 10 séquences chacun, et on faisait la césure. Maintenant, on est arrivé à un stade où on se donne des épisodes entiers, des documents entiers à rédiger. C'est beaucoup plus simple. On se dit, écoute, tu fais l'épisode 1, je fais le 2. Et on est arrivé à un moment où on se connaît. Il y a ce fameux Scrivener qui nous sert de base. On tombe jamais de notre chaise quand on découvre le dial entier. On est méga excité en général. Et on est excité parce que, ça, on va être très mignon, mais on est très mignon globalement. On dit des petits bisounours. Nous, on se répète souvent quand on est vous connaissez ça, les affres de l'écriture, on est en plein doute, on dialogue. Et en fait, il y a toujours la petite lumière. C'est en fait, on se dit et on se le dit mutuellement. Nous écrivons l'un pour l'autre. Moi, j'écris pour Mathieu. Et pour personne d'autre quasiment. Et après, cette entité publique qu'on valorise beaucoup, et c'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'on a envie de transmettre des choses, des émotions, plein de choses. Mais avant tout, moi, j'ai écrit d'abord pour mon Mathieu, et j'ai envie que ça lui plaise, et j'ai envie qu'il aime, j'ai envie qu'il soit surpris, j'ai envie qu'il retrouve ses petits. Voilà, donc tout ça nous guide. Et au final, pour compléter ce qu'on disait avant, quand on envoie nos textes, vu que c'est passé au tamis de nos deux personnalités qui sont complémentaires mais très différentes, c'est déjà quasiment des V2 en fait. Nous, on n'envoie jamais un truc brut. C'est toujours quelque chose qui a été poliché, retravaillé, déjà coupé. Il y a un filtre, il y a un putain de filtre avant. Ouais. Et donc, ça nous permet au final, c'est vraiment beaucoup de partage en amont. Et après, chacun peut voguer. Et typiquement, c'est ça qui nous permet d'être sur le lead. Parce que sur Luc, par exemple, Tom, il a écrit 2 épisodes. Sur Panda saison 2, moi, j'en avais écrit qu'un.
En revanche, la room, ben voilà, on a une autre dynamique spécifique, etc. Donc On dit dialoguer. Hein. Oui, parce que tout ce qui est écrit avant, voilà, mais c'est juste le moment en fait où on passe au propre, on va dire. Là, on peut vraiment. Et sur tout ce qui est déclaration, vous mettez un 50-50 ou vous recalculez le pourcentage de qui a écrit? Ouais. 50-50. Ouais. Mais même, moi, j'ai quand même un coup de gueule, mais un petit statement à faire là-dessus, qui peut être un conseil pour les auteurs qui nous écoutent et éventuellement. Moi, j'ai toujours considéré que ces histoires de droits de diffusion, il fallait soigner son karma. C'est-à-dire que peut-être que la justice, des fois, sur certains projets, c'est 45-55. Mais qu'un 50-50, ça fait beaucoup plus de bien à l'âme et à l'humeur d'un projet et au suivi et même à l'avenir. C'est-à-dire que tu peux être très très chiant à un moment, cette personne, tu vas peut-être la recroiser et puis peut-être qu'il y a une dynamique qui se mettra en place. Je trouve que globalement, quinailler sur les droits de diff, je trouve ça souvent assez mortifère et pas très bon pour le cœur. Moi, dans ma carrière, alors bon, des fois on se fait avoir parce que moi, il m'est arrivé de mener des négos, mais alors, vraiment pas du tout dans Succession. Hein. Moi, j'arrivais en disant donnez-moi les droits de diff, le numéro 15%. Je suis pas le négociateur. Voilà. N'empêche que je n'ai jamais souffert de ça à la fin. Au final, je me suis jamais dit, voilà. Je trouve qu'on gagne toujours à faire globalement du 50-50 et globalement être réglo sur ce qu'on a dit au départ, même si on a fait peut-être un peu plus de taf. Au final, mais nous voilà, nous avec Mathieu, on s'applique ça à nous-mêmes, on est à 50-50. Alors du coup, quand on développe un projet, on est une entité. On prend, par exemple, des fois un tiers chacun, et puis le troisième tiers est à l'auteur qui a travaillé avec nous, et nous n'avons jamais eu de récrimination. Jamais personne n'a trouvé ça injuste. On nous a même plutôt dit que c'était généreux. Ouais, mais je pense que c'est l'endroit où il faut pas être trop. Mais je trouve que c'est intéressant aussi parce que faut aussi accepter, je pense, dans le duo, qu'il y en a un des fois qui peut être plus ou moins bien dans sa vie. Tu peux avoir un petit souci perso, tu peux avoir machin. Et je trouve qu'à ce moment-là, arriver et pinailler sur des droits, en fait, c'est ce qui tue le duo ou l'association, parce que, comme tu dis, en plus, on est quand même toujours amené à se recroiser. Non, mais il y a un truc complémentaire à ça. Moi, je sais. Alors, c'est pas vrai quand tu es jeune auteur. Mais je sais que dans les jalons de ma carrière, le moment où j'ai arrêté de me dire que la SSCD était la moitié de mon salaire, parce que c'est essentiel quand tu commences, c'est essentiel évidemment derrière, on va pas se mentir, quand c'est peu ou prou lissé sur 2 ans l'équivalent de ce que tu as été touché en MG. En revanche, le jour où moi j'ai arrêté de compter dessus, et que c'est devenu un vrai gros bonus dans ma vie, ça détend aussi sur la logique de partage, machin, etc. Parce qu'en fait, ça devient plus cette entité sur laquelle tu comptes de manière, t'es comptable, financier, enfin, tu vois, au moins à la virgule près, et t'es dans une logique où en fait, l'enjeu, c'est de faire des choses, de faire des projets. Et je pense qu'avec Thomas a beaucoup grandi sur les épaules des gens. Moi, j'ai eu un truc, mon école, ça a été l'école de la prod où il n'y avait pas d'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai compensé en apprenant, en faisant tout de l'écriture, mais jusqu'au montage, je sais faire du design, etc. Mais Tom, il a eu vraiment des gens sur les épaules desquels il est allé, parce c'était non seulement un mec extrêmement studieux, drôle, sympa, bon camarade. Et c'est con, mais en fait. Non, mais voilà, mais je t'aime. Mais. Rappelons que Thomas est mort et cette émission lui est dédiée. Le raison funèbre de Thomas. C'est hyper important parce qu'en fait, le pourcentage sur lequel tu ne te bats pas, c'est peut-être le prochain épisode qu'on te propose. En fait, c'est ça qui nous est arrivé, nous, dans notre vie. Enfin, vraiment, en fait, c'est juste comme. Alors après, petite nuance, évidemment, pour aussi les auteurs qui nous écoutent, il faut pas se laisser rouler dessus non plus. Moi, j'ai participé il y a quelque temps à des réunions de la guilde autour de justement ces questions de direction de collection, de combien on prenait un directeur de collection. Il y a des alus, il y a des gens qui font un lissage de dialogue et qui considèrent que ça vaut 50% des droits. Voilà, faut quand même se battre. Et donc la guilde fait en sorte qu'il y ait des minima qui soient posés sur des pourcentages. Moi, ce que j'ai compris, ce que je trouve assez clair, c'est par exemple sur le développement d'une série, quand il y a un directeur de collection et quand il y a, disons, un objet épisode, c'est 30% de droit le speech sino, 30% de droit au séquencier, à toute cette phase de structure, et 30% de droit au dialogué. Et qu'en gros, tu vois qui a fait quoi et que ces 33,333 sont inaliénables. C'est-à-dire que si tu as fait tout le synopsis et le pitch, voilà,
je trouve que déjà, ça aide à s'y retrouver un petit peu. Et ensuite, je trouve qu'il y a une règle qui a l'air basique, mais qui est très, très importante, c'est juste qu'en parler avant. Et comme c'est du gré à gré, le gré à gré, ça peut être merveilleux, puis ça peut être la pire des malédictions. Donc, en parler avant, juste poser les choses, que ce soit écrit et dire, on est d'accord que dans l'idée, si tout se passe bien, à part météorite, à part un gros Covid ou quoi, on va faire ça comme ça et à la fin, t'as tant de droits. Et si dans les faits, peut-être qu'il y a eu un petit peu de taf de plus d'un côté ou de l'autre, c'est pas grave, ça reste comme ça. Sinon, on peut pas s'en sortir et ça ne crée que de la souffrance et de la vexation. Et il faut se rendre compte quand même d'un truc, c'est que ce qui s'appelle le lissage, quand c'est porté par les créateurs de la série qui ont la voix de la série, ou même quand c'est porté par des directeurs de call et tout, mais parfois ça équivaut avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire un bon co-auteur, tu réécris à 50%. Mais dans une room, tu n'as pas forcément que des bons co-auteurs. Donc, tu es des gens, parfois, tu réécris à 70%. Donc, c'est là où Arrow sur les droits à 50%, c'est sûrement trop élevé, indéniablement. Même si dans cette phase-là, par contre, il y a plus de 50% du taf qui est fait. Et donc, c'est là où, typiquement, quand les gens livrent une V1, mais qu'il y a 4 versions derrière, et que, en fait, la V2 de cette V1, c'est déjà 70% de changement, bah, c'est là où, dans ce que dit Tom, bah, tu te retrouves avec un lissage qui peut valoir 25-30%. Quelque part, enfin tu vois, tu peux assez rapidement y arriver dans les faits. Alors si quelqu'un a livré une V1, tu vas pas lui prendre 33% de ça si tu refais tout, mais tu vas clairement lui dire voilà, donc il y a au moins 20% qui t'appartiendront et puis après voir ce qui a été ce travail-là, est-ce qu'il a sur toutes les étapes combien tu vois, tu as retravaillé tout. Mais nous c'est vrai qu'on parle de tout avant et on a tendance à essayer de faire un partage de SACD qui a aussi le reflet du travail. En amont, nous typiquement, on s'est beaucoup battu avec nos prods, étonnamment. Mais quand on a commencé à faire des rooms, les gens voulaient faire des rooms, mais vu ils voulaient pas changer les budgets d'écriture. Donc en fait, ces espèces de petites queues de cerises qui rajoutaient en amont, alors que les gens sont disponibles au moins la moitié de la journée, toute la semaine, donc pendant au moins un mois. Donc clairement, c'est le moment le plus chronophage et où tu t'investis quand même de manière assez importante, mais sur le papier, tu produis rien. Et donc, du coup, là, il y a une certaine tendance dans la profession, c'est de payer le plus tard possible les plus grosses sommes, notamment en V1 dialogué, parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est si tu n'es pas bon dans ton texte, et ben de pouvoir avoir assez d'argent pour embaucher quelqu'un, parce que c'est sûr que s'il reste que des queues de cerises, voilà. Et nous, notre pari en général, ça a été de dire, on fait venir les gens et on les paye beaucoup, proportionnellement, hein, mais on les paye beaucoup pour la room, et même si c'est nous derrière qui rédigeons le document qui sortira de la room, on les paye pas mal pour le séquencier. Et on les paye un petit complément pour la V1 dialoguée parce que, en fait, ça permet d'avoir des gens qui sont motivés dès le départ et qui sont récompensés dès le départ. Et ça dit aussi, en gros, ne vous vexez pas si la V1 dialoguée, on la refait beaucoup parce que on est des contrôlants, on va pas se mentir, même si on est bienveillant, tout ce que eux, et à un moment donné, on se réapproprie la matière. Voilà. Avant de passer la prochaine question à Maxence, je vais juste rebondir sur une anecdote personnelle parce que c'est un conseil que je donne aussi quand je vois des nouveaux scénaristes. Moi, je me suis un peu fait avoir là-dessus quand j'ai démarré il y a une 15, 16, 17 ans, un truc comme ça, où pour la petite histoire, je bosse avec un prod, j'écris un pilote qu'on envoie chez... et je vais pas citer le diffuseur parce que le producteur se reconnaîtrait, donc je vais rester anonyme, mais grosso modo, j'envoie chez le diffuseur. C'est ce pilote-là que je retravaille pour le diffuseur plusieurs fois. Des fois, le personnage, il change, des fois, il change plus, des fois, c'est un autre personnage qui devient le personnage principal. C'est sur un programme court. Et la série se signe sur ce pilote. J'ai un lire de collection qui arrive derrière, qui signe le deuxième épisode et qui va enregistrer à la SACD comme premier épisode sans m'en informer. Et du coup, voilà, donc ça fait partie des petites choses, effectivement, qu'en général, je précise aussi, en tout cas, même à ceux si vous nous écoutez, toujours faire bien gaffe aussi là-dessus quand vous êtes à la tête d'un premier épisode. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'accompagnement, je trouve, avec les guildes, avec la SACD, tu as plus de moyens de réclamation qu'il y a, je pense, 15-20 ans où c'était un peu le western. Ouais. C'est sûr, mais encore une fois, comme c'est du gré à gré, comme a priori les producteurs n'ont pas à mettre leur nez là-dedans et que c'est laissé au bon soin des auteurs. Moi, ma réponse à ça, c'est il faut aborder le sujet tout de suite, avant même de faire le travail, et puis refaire un point régulièrement, voilà, et recaler ça. Nous, à la fin des projets, on a toujours, on fait un mail parce que c'est bien l'écrit. L'écrit, au moins, c'est posé, et des fois, il y a des incompréhensions qui sont de bonne foi, et puis des fois, il y a de la malhonnêteté, et on a fait semblant de pas avoir compris. Nous, on met des chiffres avec des petites virgules, généralement des chiffres ronds, vous l'avez compris, pour pas qu'on se prenne trop la tête. Et puis, on dit, bah voilà, comme on s'était mis d'accord, on est d'accord que c'est comme ça. Tout le monde, on a donc un oui
de tout le monde, c'est déposé dans la transparence la plus absolue. Après, il existe évidemment à la SFD des endroits pour faire de la médiation, pour parler de tout ça. On peut pas complètement se faire truander sans se battre. En tout cas, moi, je viens juste à dire, pour rassurer aussi, il y a des expériences désagréables. Dis-moi ça, je n'ai jamais vécu. Je l'ai vu, j'ai été témoin de ça. Ce qui est terrible, c'est quand voilà des gens sont virés en cours de truc et que derrière il y a un dire de colle qui prend une grande part du travail, etc. Bon, ça, il y a quand même eu typiquement, c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour que de l'argent soit versé en amont, etc. Il y a quand même une grosse tendance qui est on te fait travailler jusqu'à ta V1 et à ta V1 on dit t'as pas le ton, voilà, et donc en fait au revoir, et on prend 50% des droits pour retravailler un truc où toute la structure a été faite. Et le constat à la guilde pendant ces réunions. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, nous, pour montrer que on vous arrête en V1, parce qu'en général, tu vois, le contrat, c'est que tu vas jusqu'au bout. Nous, notre contrat d'office, c'est vous n'irez pas plus loin que la V1. Et c'est pas impossible que dans l'avenir, nous, on dise, bah, vous allez vous faites la room, et en vrai, vous êtes bien payé pour le faire, mais potentiellement, on fera les V1 direct. Voilà. Mais donc, il y a une somme allouée, mais en même temps, c'est une expérience où t'as pas, en termes d'engagement, bah, t'apportes du jus de cerveau, t'apportes de la fraîcheur, etc. Mais t'es pas enchaîné à faire un travail d'arrache-pied, de structuration, de machin, etc. Ouais. Et tu souffres. Et voilà, mais en tout cas, tout ce qui est sûr et certain, c'est que du coup, en faisant ça, on voulait bien envoyer le signal qu'en fait, on faisait pas ça pour leur voler tout leur travail et après les dépouiller. On valorisait ce qu'ils faisaient, surtout en amont, à l'input, et voilà. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, Tom. Non, mais j'ai bu tes paroles, c'était pas fascinant. Et sur Panda, typiquement, ça a donné quelque chose où il y avait un ton, alors il y a un ton sur plein de séries, ça veut pas dire grand chose, mais il y avait quelque chose d'un peu spécial sur l'humour, sur l'ambiance de cette série qui était pas du procédural complètement classique, comme HPI, pas classique non plus, mais où en gros, nous, c'était pour rentrer concrètement dans les chiffres, on avait fait une grosse room, on était très moteur dans cette room, on avait 6 auteurs, on les a arrêtés en V1, sur la base de cette V1 qu'on a aussi retravaillé derrière, et puis on a fait un gros boulot. Globalement, on a rédigé tous les documents, et voilà. Et en fait, c'était clair, Mathieu avait un tiers, j'avais un tiers, l'auteur avait un tiers. Et tout le monde était content, je crois, sauf si quelqu'un à l'écoute de ce podcast lance une action en justice, mais je pense ne trahir personne en disant que tout le monde trouvait ça absolument fair, et c'était dit dès le départ, ça a été acté à la fin, et tout le monde était content. Vous êtes tous les deux, du coup, passés par le format court, mais aussi des productions qui se produisent, on va dire, assez vite. Je pense par exemple à Demain nous appartient. Comment ça s'organise dans la méthodologie d'écrire rapidement quand il y a c'est une grosse production en fait qui produit presque quotidiennement, et qu'est-ce que vous en avez retenu au niveau rythme, efficacité, genre tout ce qui est punchline peut-être pour vos projets de maintenant? Moi, ma première école, ça a été scène de ménage. Je suis rentré à 25 ans dessus. C'était ma première expérience d'écriture. Et moi, c'est presque le village de Shyamalan. C'est que j'ai découvert qu'il y avait un monde d'écriture différent du programme court. Au bout de 10 ans, je dis, ah non, mais c'est pas ça l'écriture. C'est pas ça le temps du développement. Non, mais vraiment, j'ai halluciné. Moi, je ne conseillerais jamais assez aux auteurs d'aller trouver une place pour eux encore. Alors, c'est plus différent à mon époque. J'ai l'impression d'être très vieux, mais aujourd'hui, c'est très dur de rentrer sur des programmes courts. Déjà, il y en a moins. Ça s'est dilaté d'un coup, et puis après, ça s'est recontracté. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, il y a eu Nos chers voisins en famille, il part en mode d'emploi, Commissariat central, tout a popé comme ça. Et après, parce que tout le monde voulait faire un coup comme M6, et puis après, tout s'est rétracté en fait sur M6, et puis les autres n'en font plus. Ils font des quotidiennes. Mais je pense que ce que je vais dire sur le programme court est valable pour les quotidiennes aussi. Eh ben, je complète. Voilà. Et du coup, moi, quand je suis rentré là-dedans, en fait, le fonctionnement, je peux parler que de Cabot, parce qu'il a été ma maison pendant longtemps, et j'ai été auteur en famille, j'étais auteur scène de ménage. D'abord scène de ménage, puis en famille. J'ai fait les 52 dans famille, parce qu'il y a eu des 52 minutes qui ont été développées. J'ai fait la direction d'écriture dans famille, et puis j'ai fait la direction d'écriture de scène de ménage, qui était une étape dans ma carrière quasiment psychanalytique, parce que je me retrouvais à faire la co-direction avec mon papa, Khaled Amara, qui m'avait appris à écrire. Donc, c'est bon, j'avais pas tué le père, mais j'étais à ses côtés, et c'est bon, j'avais bien refermé la porte de tout ça. Bon. Mais donc, le programme court, l'organisation sur scène de ménage, elle est simple. C'est des rooms et un calendrier d'écriture. Donc, il y a des couples. C'est industriel parce qu'il faut fournir énormément de minutage. Parce que il y a de la rediff, mais des parts d'inédits, et tout ça est un système qui est très, très gourmand en
en épisode, dans sketch. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on avait un calendrier d'écriture, c'est toujours le cas. On nous disait, le lundi, on fait une lecture avec le couple A, le mardi avec le couple B, le mercredi avec le couple C. Pour ça, les gars, envoyez vos sketchs. T'es totalement libre, tu travailles chez toi. Quand tu chopes le truc, t'écris quasiment tes sketchs en 2-3 heures. Voilà. Au départ, tu beaucoup plus longtemps, tu les peaufines, puis au bout d'un moment, tu as la petite musique, donc t'envoies. À la fin de la journée, tu as le mail qui faisait de toi soit même très heureux, soit même très malheureux. C'est-à-dire, tu scrollais, tu cherchais ton nom dans tous les sketchs achetés et tu voyais ce que tu avais vendu ou pas. Et ensuite, tu avais une réunion par semaine. J'avais une réunion par semaine où on se retrouvait entre auteurs. Il y avait un pot pourri de tous les sketchs qui n'avaient pas été achetés, qui étaient à la fois des V1 envoyés ou des V2, V3, V4, V8. Il y a déjà eu des V12 de sketchs qu'on renvoyait à chaque fois pour chaque coup. Et là, se passait un truc merveilleux qui, moi, je pense... a coloré tout le reste de ma carrière, c'est qu'il y avait une espèce d'abolition totale de l'ego et tout le monde filait des idées à tout le monde. Et des fois, toi, t'avais écrit un sketch avec Raymond et Huguette qui faisait le marché et en fait, ça devenait, il y avait ton pote qui balançait une idée géniale sur et si c'était plutôt une histoire de ils sont allés à l'enterrement d'un pote, ça fait marrer tout le monde, le directeur d'écriture te dit go, écris ça, tu l'écris, c'est vendu, c'est ta thune, c'est ton sketch et c'est pour toi, même si c'est l'idée de ton copain. Par contre, la contrepartie, c'est que quand tu lis ses sketchs à lui, t'y vas, tu balances de l'idée. Un peu de générosité, ouais. Voilà, en toute générosité. Ça donnait un truc. C'est que déjà, la qualité de tous ces programmes, c'est que c'est régulier. Tu travailles régulier. Donc, tous les mois, t'es payé au mois parce que t'es payé au minutage de sketch que t'as vendu. Et ça, c'est merveilleux pour un auteur parce qu'on connaît les difficultés financières, la précarité des auteurs. Donc, en fait, ta précarité est un peu abolie parce que tu écris tous les mois, toutes les semaines, tous les mois, t'es payé et puis t'es multidiffusé. Donc, la SACD, ça peut faire plaisir régulièrement. Ensuite, il y a une forme de rapidité. C'est-à-dire que tu crées, tu accouches, c'est pris, c'est pas pris, c'est jeté, c'est réglé et régulièrement tu vends des petits trucs et c'est diffusé et tu as cette satisfaction-là que certains auteurs mettent très longtemps à ressentir. Parce que voir un truc diffusé à toi, à la télé, c'est une sensation qui fait du bien, tu as l'impression d'avoir fait ton métier jusqu'au bout et que quand même tu as accouché de quelque chose. Ça ne lâche, tu te libères, enfin, en tout cas, le coup, tu te libères très régulièrement de tout ça. Et la dernière chose, comme je disais, c'est cette vie en room qui te permet de capter que tu n'es pas sorti de la puce de Jupiter, tu n'es pas le Mozart de l'écriture, tu es un maillon d'une industrie et ça, c'est valable pour le 52, c'est valable pour le long métrage aussi. Tu travailles pour un client, pour un public et tu dois te fondre dans un ton. Et des fois, on va pas te prendre un truc que tu trouvais brillant, et puis des fois, on va te prendre ton sketch que tu as trouvé un peu pourri et que tu as écrit en 10 minutes avant de l'envoyer. Mais c'est la règle, c'est qu'il y a des gens qui aiment pas, c'est peut-être pas drôle pour eux, c'est peut-être drôle pour eux. Et nous, et c'est le dernier volet de cette question, moi, honnêtement, ça t'apprend à faire un truc, surtout scène de ménage, parce que c'est plan-séquence, cadre fixe, et deux personnages et bam. Et ça, nous, on s'en rend compte. En tout cas, moi, c'est une école où j'ai appris à rentrer dans une séquence, à y rentrer efficacement, à trouver des segments d'activité à mes personnages et à créer un entonnoir. Et je pense toujours ce truc, c'est que tu as une situation et bam, et tout doit aller vers la vanne ou vers la conclusion. Et peu importe que ce soit une punchline, ou que ce soit une humeur, ou que ce soit de l'humour absurde, peu importe, c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut que ta situation, elle soit limpide, que ça vive, mais qu'il n'y ait pas de scorie, qu'il n'y ait pas de bavardage, et bam, tu arrives là où tu voulais aller. Et ça, moi, c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui dans toutes les séquences que j'écris. Je me pose toujours la question de mon entrée de séquence, en fonction de celle qui est avant, celle qui est après, à quel niveau d'efficacité je vais atteindre, quelle est l'info importante. Et ça, Mathieu en parle mieux que moi, mais dans le polar, c'est quoi l'info importante? C'est quoi le highlight, en fait, de la séquence? Voilà. Et moi, j'adore bosser avec des gens qui viennent soit de l'anime, soit du programme court, soit des quotidiennes, parce que ils ont une réalité pragmatique de ce qu'est le métier, et puis ils ont une conscience de ça, et puis ils ont une efficacité dans l'écriture, et qui ne va pas vers le verbage. Contrairement à ce que je viens de faire. Non, c'était hyper clair. Moi, je vais compléter pour dire que alors déjà en famille, ce qui est intéressant, c'est que le volume était moindre, donc l'organisation, c'était un peu tout ça se joue sur une journée où tu envoies tes 70 enfin en gros chaque auteur on est entre 10 et 15 dans la room. Juste la différence, c'est que scène de ménage, les comédiens lisaient et que Passion en famille. Non, mais tu peux aussi organiser ça sur une journée, mais ça faisait que du coup en gros il faut bien comprendre un autre truc. Moi, c'est le complément de ce que ça m'a appris le format court, parce que j'ai pas été sur scène de ménage. J'étais sur En famille, qui était un plus petit, qui était le petit frère, la petite sœur de scène de ménage. C'est en gros t'es entre 10 et 15.
il y a des gens qui rentrent et qui sortent de la room régulièrement. On fait des appels aux auteurs tous les 2-3 mois s'il y a besoin pour combler les gens qui sont partis sur d'autres séries ou des gens à qui on a dit d'arrêter parce que ça ne passait pas. Et parfois, il y avait des gens, ils se vendaient, puis d'un coup, ils vendaient plus du tout. Et on leur disait, écoute, peut-être repose-toi un peu. Enfin, n'était pas forcément tout de suite, t'étais pas viré manu militari. En revanche, il y a un truc qui est important qu'il faut vraiment avoir en tête et qui est un complément à tout le joli univers qu'a décrit Thomas. C'est que, mine de rien, en fait, t'arrivais, tu envoyais environ entre 5 et 10 sketchs qui étaient des V1, V2, V3, V5. Et en fait, tu arrives et tu avais une liste de sketchs. Donc, tu savais que les premiers qu'on lisait, c'était ceux qui étaient pris. Et donc, il y en avait 2 sketchs par auteur. Donc, tu regardais où tu étais dans la liste. Tu savais que si tu étais tout en haut, c'est que tu allais en vendre beaucoup. Moi, j'étais souvent le dernier. Donc, ça, tu sais que ceux-là vont être jetés. Voilà. Et l'exercice d'essayer de sauver les sketchs se faisait au fur et à mesure, etc. Il y a un truc qui est hyper important à comprendre, c'est que ça veut dire qu'en fait, quand tu es rentré dans la room du format court, la seule chose qu'on te garantit, c'est le droit, c'est la possibilité de vendre. C'est pas un truc où on va te dire, on va t'acheter des sketch, etc. Ouais. Zéro quota. Donc, en fait, tu es dans un endroit. Alors, déjà, moi, la première fois que j'y étais, j'ai l'impression que j'étais avec les prix Nobel de l'humour. Enfin, ça ping-pong, ça fuse dans tous les sens, etc. Mais il faut se rendre compte d'un truc, c'est que là, pour le coup, parfois, tu as des semaines entières où tu rentres rien, puis d'un coup, tu vends tes V6, V5, tous d'un coup, et tu te fais ton mois en une séance et tout. Mais ça fait du coup que pour l'ego et pour la niaque et pour la capacité, dans la créativité, dans la générosité, etc., enfin, c'est une école de ouf. Demain nous appartient, ce qui est intéressant, c'est que c'est un truc méga industrialisé. Moi, j'ai été en V1 dialogué et ça m'a appris autre chose. Là où le format court, c'est apprendre à faire des scènes, ce qu'a dit Thomas. En gros, c'est Raymond Chandler qui disait ça avant et qui faisait pas de format court, mais il disait rentrer le plus tard possible dans la scène et sortir le plus tôt possible. Donc voilà, comment est-ce que tu arrives au nœud, à la substantifique moine de ta scène. Le cœur du gruyère. Voilà, exactement. Le cœur de la meule. Le cœur de la meule. Voilà. Et la quotidienne, c'est un endroit exceptionnel. Pourquoi ? En termes d'apprentissage, j'entends. Bon, déjà, il faut s'en prendre un truc, c'est que le cinéma, c'est du 2 minutes utiles par jour. La télé, c'est du 5 minutes utiles par jour. La quotidienne, c'est du 26 minutes utiles par jour. Donc, chaque jour, on tourne un épisode. Donc, même si le résultat peut paraître pas toujours dingue, au vu du nombre de prises, de la quantité de gens qui travaillent dessus, enfin, c'est extrêmement impressionnant. Le degré, en fait, faut pas négliger en fait la qualité véritable que ça implique par rapport à la quantité de travail qui est accompli en une journée, etc. Et pareil, donc ça, un peu moins que le format court, mais genre en 2-3 mois, ce que tu as écrit existe et est diffusé, donc c'est assez ouf en termes de turnover, etc. Et en fait, tu as 17 auteurs par épisode, avec un truc extrêmement segmenté, où tu as celui qui va créer ce qui s'appelle les arches de saison. Donc les arches de saison sont souvent des arches polars, qui vont durer 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Voilà. Donc, c'est quelqu'un tout seul qui va faire ça. Si c'est vendu, on passe ça à une équipe de séquenciers. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont débiter en une semaine. Donc, chacun va avoir, il y a 6 auteurs pour 6 semaines, par exemple. Et donc, ils sont là en room et ils vont chacun, en fait, transformer une semaine, ce pitch de 5-6 pages en 6 fois 3 pages. Et en gros, on raconte ce qui se passe dans la semaine. Et après arrive l'équipe d'écriture V1. Donc là, ça, c'était nous. Nous, on est arrivé le vendredi. Alors aujourd'hui, c'est un autre jour, je crois. Mais voilà, mais tu arrives le vendredi. Tu lis les 5 séquenciers de la semaine que vous allez écrire. On débite, on regarde. C'est à chaque fois 3 pages. Donc, c'est du scène à scène, etc. On donne des idées. On essaie de lisser tout ensemble. Puis après, on se distribue chacun. Et après, on doit rendre pour 6 jours plus tard, on doit rendre notre 40 pages, parce que souvent, vu que ça parle beaucoup et que la mise en scène est quand même réduite, tu as 40 pages pour faire du 26 minutes. Et ce qui est super comme école à ce niveau-là, là, je parle que de la fenêtre de ceux qui font des dialogues V1, mais c'est qu'en fait, la quotidienne, tu as 16 scènes, en gros, pour un épisode. Tu as 8 scènes polars. Dans ces 8 scènes polars, tu en as 4 ou 5 du point de vue des flics, 4 ou 5 du point de vue de la famille qui est concernée. Et après, tu as 4-5 scènes drama et tu as 3 scènes comédie. Et donc, en fait, pour ce qui est d'explorer le genre, on s'en rend pas compte, mais c'est une école de malade mental. Tu as le même genre. Je n'avais jamais entendu dire ça. Même moi, je suis spectateur. Tu vois, c'est ça qui est fou dans Séquence. On se livre. Mais c'est hyper. C'est hyper important parce que pour le coup, moi, ça a été. On n'a pas fait d'école, Thomas ni moi. Notre école d'écriture, ça a été l'écriture. Et c'est vrai qu'on a des fantasmes qui dépassent largement juste le sketch ou la comédie ou voilà. Et c'est un endroit où finalement, avec peu, alors pas d'enjeu de qualité, mais
il y a un truc qui est génial avec le soap. Alors, nous, notre directrice d'école elle disait, nous, ce qu'on fait, c'est Jodassin meets Shakespeare. C'est très drôle. Donc, on fait du truc très populaire avec un truc très drama. Mais ce qui est génial avec le soap aussi, c'est l'inverse du cinéma. C'est tout le monde dit ce qu'il ressent. Tu vois, là où le cinéma est construit sur le non-dit, potentiellement, etc. Sauf la comédie musicale. Parce que, tu vois, c'est quand Jacques Audiard, il fait du Mia Pérez, en fait, il fait du soap que tout le monde les Oui, mais c'est l'opéra. Tu dis tes sentiments à cœur ouvert, direct, et c'est des idées qui se percutent, et ça se rapproche de la tragédie au sens de c'est souvent des idées irréconciliables qui se percutent. Voilà. Et le soap, tu as ça. Et du coup, tu as l'occasion de faire des grandes scènes. C'est très proche du théâtre à ce niveau-là et très proche d'un truc un peu feuilleton. Enfin, c'est du feuilleton. Donc, du coup, tu touches à tous les genres et ça, pour ça, c'est une école géniale. Au-delà du fait d'être dans une grande machine, là encore, où il faut, chacun a sa méthode, mais en fait, tu travailles avec un pistolet sur la tempe. Enfin, tu apprends à toi-même te mettre ton pistolet sur la tempe parce que tu sais qu'en 5 jours. Et est-ce que c'est pas compliqué d'arriver en cours de route sur ce type de projet? Parce que j'imagine que, je sais pas quel stade, toi, t'y étais quand. Non, mais moi, je suis arrivé sur Scène de ménage à saison 2 et demi. Donc, il y en a aussi, ça fait 16 ans, je crois, que les programmes existent. En fait, et je pense que le problème est toujours le même, c'est que tu arrives avec l'idée d'un programme, c'est des scènes de couple. Une fois que tu as fait 4 sketchs sur l'aspirateur, il y en a, voilà, c'est fini. Donc non, en fait, mais c'est la même difficulté partout, c'est qu'il faut arriver avec ses idées, son âme, ces choses, faut jamais les mettre de côté. N'empêche que faut prendre conscience du cadre, faut essayer de rentrer là-dedans. C'est toujours cet équilibre-là, sur ces programmes-là, c'est qu'il faut réussir à être un bon petit soldat, et je trouve pas ça infamant du tout. C'est-à-dire que rentrer dans le cadre, être un bon petit soldat, être dans les clous, et en même temps apporter sa petite touche d'originalité pour, soit quand ils ont fait du 52, ressortir vraiment de la roue, et voilà, ou pour réussir. Sur Scène de ménage, je n'ai jamais vu des rooms aussi hétéroclites que ça. Il y avait des gens qui étaient sur de l'humour très concernant, très identifiant, très simple, très soap, très voilà. Et il y avait, je crois que j'y ai rencontré les gens les plus drôles de ma vie, des gens qui avaient un univers d'absurdité, qui pourtant c'était quasiment du Beckett, voilà, et ça créait des sketchs totalement soit très méchants, soit très weird, mais il y a de la weirdness dans Scène de ménage. C'est un programme qui permet ça, en fait. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu éternel dans ces programmes, on saura toujours de quoi ça parle un petit peu. Et on est d'ailleurs testé, quand on arrive sur ces programmes-là, plus sur la capacité à écrire du sketch plutôt qu'à avoir des idées originales. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur moi, et puis moi, après, j'ai coaché pas mal de jeunes auteurs qui voulaient rentrer sur Scène de ménage, ils m'envoyaient leur sketch d'essai. Ils me disaient, j'espère que ça n'a pas déjà été fait. Et je disais, si, tout a déjà été fait dans ce que tu as écrit. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'atelier, c'est pas t'envoyer des sketchs, t'es pris ou pas. C'est que t'arrives, on regarde tes sketchs, on te demande de les réécrire et on voit si tu es capable de faire une V2 en prenant en compte ce qu'on t'a dit. Donc c'est ça qui est important. Et puis après, tu apprends à taper dans les zones d'ombre, tiens, c'est vrai que ce personnage, on le voit jamais. Par exemple, dans En famille, c'est une énorme famille. En famille, il y a plein de gens, il y a des grands-parents, machin. Et moi, ma stratégie, ça a toujours été de dire, on fait jamais de sketch sur lui, tout seul, avec tel personnage. Et j'ai cherché tous les angles morts. Je disais, tiens, ces deux personnages en binôme dans la cuisine, c'est Cluedo. Je les ai jamais vus avec le chandelier dans la bibliothèque. Je les mettais là. Et d'un coup, j'avais 5 sketchs d'affilée. Personne n'avait jamais vu ça. Les comédiens étaient trop contents de faire ça. Et puis voilà. Puis il y en a d'autres qui sont sur des classiques. C'est des stratégies d'auteur. Mais je pense qu'il n'y a pas de difficulté à y rentrer en cours de route. Non, alors du coup, dans le cas du format court, de toute façon, il y a 2 choses qui testent. Parce que Tom, il dit, voilà, il teste. Quand tu envoies tes textes, on teste ta capacité à structurer un sketch. Voilà. Et il y a un autre truc qui est testé aussi, qu'il n'a pas dit, et que ça, il faut quand même que tu t'en bouffes avant de rentrer, c'est ta capacité à écrire pour les personnages. Donc, qu'on a l'impression que chacun de tes sketchs, tu as bien compris qu'il y a un couple A, couple B, couple C, que chacun parle pas forcément pareil, il y a une dynamique spécifique et tout. Et ça, ça s'affine. Toutes ces choses dont on parle, l'endroit où tu es embauché va te former. Mais en tout cas, c'est ces 2 choses-là sur lesquelles, en lisant le texte, on se dit, OK, il a compris la série. C'est ça l'essentiel. Et en revanche, du coup, notamment sur, moi je sais pas si c'était le cas sur Scène de ménage, mais sur En famille, tu avais une room d'entraînement, entre guillemets. Donc, une fois que tes sketchs, 100 auteurs, 150 auteurs avaient envoyé, il y en avait une quinzaine qui étaient retenus, qui allaient faire une room fictive pendant environ 1 mois. Et dans cette room fictive, on te faisait retravailler tes sketchs, dont l'issue serait que s'ils devenaient assez bons, ils pouvaient être achetés.
Voilà, donc c'est là où tu découvrais, il y a des sketchs, bah ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bah tiens, il y a tel thème par contre, ça m'évoque ça. Voilà, essaye, tente. Et là, ce qu'on évaluait, c'est ta capacité à encaisser. C'est l'humain en fait, vraiment, c'est ta capacité à accepter la critique et la transformer. Et c'était pas, en fait, l'enjeu n'était pas forcément encore une fois de vendre tes sketchs. C'était une récompense potentielle. Mais en vrai, et là, de cette expérience-là, sur un mois, en fait, on a 2, 3 qui rentraient, parfois 0, hein, mais parce qu'en fait, c'était ta capacité à entendre, à prendre sur toi la critique, à digérer et à proposer quelque chose. Et ça, c'est un autre truc. Et donc, du coup, sur la quotidienne, c'est un peu différent. Moi, je suis rentré, souvent des rentrées d'auteurs, c'est quand les producteurs s'en vont. Mais moi, je suis arrivé parce que l'équipe qui avait lancé Demain nous appartient avait été virée. Moi, je suis arrivé, il y avait une 60aine d'épisodes qui avaient été diffusés, un truc comme ça. Et un producteur arrive et il prend un nouveau pool d'auteurs. Et moi, je suis parti quand le producteur est parti et que en fait, ils ont fait rentrer un nouveau dire de colle qui est arrivé en disant, je tiens à dire, on vous virera. C'est pas parce qu'on vous a viré d'une autre série, parce qu'en plus, il était rentré en pleine réunion et il avait vu quelqu'un qui l'avait viré dans de Plus belle la vie. Et il fait, je tenais juste à dire, c'est pas parce que on vous a viré sur une autre série que vous êtes en danger là. Donc déjà, tout le monde. Et là, le mec, t'as entendu un gars dans la room qui a fait. Voilà. Mais non, c'était ma scène d'accueil. La décompression du gars. C'est une façon de dire, en fait, c'est quand on dit ne pense pas aux éléphants. C'est-à-dire, tu penses aux éléphants. C'est une façon de dire, vous allez être viré. Et on a tous été, il a été viré, puis moi, la semaine d'après, enfin bon, bref. Et ceux qui. C'est pas pour ça qu'on va vous virer. C'est pas ça. C'est ça. Il y aura d'autres excuses. Voilà, exactement. Mais ce qui était intéressant, c'est ce dont je parle, en fait, et aussi évalué. Donc, il faut t'avoir bouffé. Moi, je les avais tous lus les épisodes d'avant. J'avais tout demandé, j'avais tout lu, etc. Ils évaluent ta capacité à écrire pour les persos et donc aussi pour les différents genres. En gros, ils te filent 3 couples différents, c'est pareil, c'est la même logique, et 3 genres différents, polar, comédie, drama. Et tu écris les scènes, donc c'est ta capacité à écrire les scènes, en tout cas sur le dialoguer. Et après, en fait, c'est en room. Quelle dynamique tu donnes? Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu es, tu vois? Et moi, typiquement, j'étais pas mauvais en structure. Et donc, je compensais le fait que TF1, parfois, invalidait des intrigues la veille de l'écriture. Donc, tu n'avais plus de ligne B, donc tu n'avais plus de ligne drama. Donc, il fallait corriger des choses et tout le monde était en train de chercher. Et moi, vu que je suis assez fort en structure, j'étais un bon auteur dialogue parce que j'apportais pas mal de choses sur place. Mais c'est devenu un problème quand tout le monde a trouvé son rythme de croisière et que, en fait, chacun reprenait son rôle. J'en faisais trop. Et j'étais un peu fatigant, je pense, pour ceux qui nous géraient, etc. Et donc, là, ce qui teste, c'est ta capacité petit à petit à grandir au sein de la boîte. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais les V1 dialogués, on va te proposer un jour de faire les V2. Et ceux qui font les V2, c'est 2 auteurs qui font les V2 de tout le monde. Et après, c'est un auteur qui fera les V3 de toutes les V2. Et voilà. Et donc, là, c'est pas la même chose parce que tu deviens un employé de la boîte. Parce que la V1 dialoguée, l'avantage, c'est que tu prends ton truc, tu rentres chez toi et les gars, en fait, font appel à toi. Alors par contre, tu es vraiment tributaire de est-ce qu'ils ont de la place pour toi. Tu as un appel au début du mois, on va avoir besoin de toi pour un texte ou 2 textes. Et l'avantage, c'est qu'après, tu fais ce que tu veux le résultat. Donc c'est très pratique pour développer tes projets perso. Mais par contre, en revanche, au bout d'un moment, ils récompensent les gens si ils sont prêts à venir faire de la V2. Donc, elle t'a toute la semaine à la boîte. Donc, tu ne peux rien faire d'autre. Et en fait, c'est ça qui se passe de manière un peu naturelle. Tu ne peux pas éternellement être en V1 dialogué. Et là, c'est là où ils testent aussi l'humain, toujours. Et ta capacité à travailler au sein de la boîte et ta capacité. Voilà. Donc, dans les 2 cas, c'est un peu ça. Toujours, tu cherches. Donc, oui, c'est dur de rentrer aujourd'hui, je pense, sur sur Demain nous appartient. Et en même temps, il y a des moments, il y a des gens qui partent sur d'autres choses. Donc, il faut retrouver des. Voilà. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé avec Tom là, c'est les chargés d'écriture, c'est les coordinateurs d'écriture. C'est qu'il y a une mémoire des gens qui sont en charge d'avoir la mémoire des épisodes précédents, de toutes les thématiques précédentes, de machin. Et alors sur le coup, ils te disent pas tout de suite, ah non, déjà fait. Parfois, tu développes le sketch, ou tu développes voilà, et puis après, on te redit une semaine après, bon en fait, on a vérifié, ça a déjà été fait, etc. Donc voilà. Donc il y a que forcément, tu es accompagné dans le fait de pouvoir ne pas te répéter. Et chaque année, sur les formats courts, il y avait, il faut qu'on crée des nouveaux thèmes. Donc, on va faire en sorte qu'il y en a un qui cherche à passer son bac, on va faire en sorte qu'il change de boulot, on va faire en sorte que... Et voilà, et ça donnait un thème, souvent qui faisait que tu remettais en jambe sur le départ de la saison. Après, tout le monde avait épuisé tous les thèmes. Et donc, il y avait un creux toujours. Et à la fin de saison, c'était haro sur allez, on y va, on balance, même si c'est absurde, même si c'est machin, mais il faut qu'on boucle le livrable de l'année et tout. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça peut être difficile. Ça peut être difficile de rentrer.
Et en même temps, c'est ces endroits-là où on cherche de manière mécanique des auteurs. Donc, il y a un truc où ils savent qu'ils vont te former. Donc, tu vois, c'est pas des prisons dorées dans lesquelles personne peut rentrer. Ils cherchent ça, ils ont besoin de ça et ils s'organisent pour que, en fait, la chair fraîche puisse arriver. Vous êtes tous les deux, du coup, d'Occitanie, enfin, basés en Occitanie. Non. Non. Bah, vas-y, pose ta question. Pose ta question occitane. On n'est pas du Ok. tout. Alors attends, là, je lance un message parce que comme c'est Maxence qui fait le montage de l'émission, Maxence, est-ce que tu laisses cette bourde ou est-ce que tu la coupes? Il y a moyen que je la coupe si c'est vraiment en dehors, parce que on a nos petites fiches et littéralement dessus il y a écrit que vous êtes tous les deux installés en Occitanie. Donc du coup je suis parti un petit peu sur vous êtes de région, mais pas du tout. Non, là je suis présentement à Vincennes, Mathieu est à Montreuil et on est des banlieusards parisiens de région. Est-ce que finalement Montreuil c'est pas plus proche de l'Occitanie que de Paris? On n'en sait rien en fait. Tu sais, un jour de grève finalement. Non. Avec l'Occitanie, c'est Panda et Killer Coaster pour moi. Mais sinon. Ok, donc ouais, rien à voir. Non, rien à voir. En revanche, pour que tu n'aies pas à couper ta bourde parce que je trouve qu'elle est plutôt sympathique. Moi, j'avais. Non, mais le fait qu'on soit banlieusard, c'est un aspect assez important du fait qu'on soit amis et qu'on se pense qu'on fasse du divertissement comme on le fait. C'est-à-dire, les banlieusards c'est des animaux. Ils sont haïs par le reste de la France parce qu'on les confond avec des Parisiens et qui sont méprisés par les Parisiens parce qu'ils savent qu'ils sont en dehors du cercle. Tout ça tout en nuances, hein, vous voyez. Vous voyez, bah moi on m'appelle Monsieur 51%, donc voilà, je dis la 49% de conneries, mais il y a toujours le petit pourcent qui fait que c'est un peu vrai. Donc voilà, et non mais pour le coup c'est hyper important parce que je pense qu'on n'est pas snob et que on a un amour très ambline, très en fait on se dit qu'on peut faire des choses divertissantes mais qui sont pertinentes, qui ont un message à véhiculer. Et nous, on est dans du premier degré. C'est vraiment notre credo. C'est premier degré sur l'humour, premier degré sur le danger, premier degré sur l'émotion. Et c'est ça. Peut-être aussi parce qu'on vient du sketch et aussi on est passé par le feuilleton. Mais en même temps, moi, je suis resté même pas un an voilà. Et après, on est passé au polar. Mais on aime le genre. On aime s'inscrire dans quelque chose, des univers codifiés à partir desquels on va décaler. Et Thomas, il a. Bien sûr, on ne dit pas que tous les Parisiens sont snobs et que. Ah si, vous l'avez dit. Hein. Moi, j'invite tous nos auditrices, bien sûr, à vous mettre des petits emojis caca dans les commentaires. Non, mais c'est important. Non, mais c'est aussi important. On n'a pas fait d'école. On est arrivés tous les deux. Enfin, moi, on vient tous les deux on est des gens qui sommes nés avec quand même. On est des bourgeois et tout va bien. On a de la chance. On a été protégés dans la vie. Mais on n'a pas fait d'école. On n'a pas appartenu à des cercles. Et pardon. On n'a pas fait d'école. On n'a pas appartenu à des cercles. Et du coup, on est arrivé. Moi, même par le web. Je faisais des productions web à l'époque, avant même qu'il y ait Slash, donc c'était quand même un peu compliqué. Avant même qu'il y ait Golden Moustache et je me souviens plus évidemment de l'équivalent Canal+. Studio Bagel. Ah non, c'est l'équivalent du coup. Si, c'est l'équivalent Canal+. Ouais. Et tu vois, on est arrivé quand moi j'étais en 4e année de ma boîte quand ces trucs-là ont émergé. On a essayé de monter notre propre studio et ça a été le moment où finalement moi j'ai décollé. On a fait 200 vidéos pour Dailymotion, mais ça n'a pas périclité. Ça a périclité plutôt. Et du coup, on est passé par toutes les cases. Moi, on a fait des formats courts. Thomas a sauté directement au 52. Moi, je suis passé par le 26, après le 52. Et tout ça, à chaque fois, les gens t'expliquent que tu ne l'as jamais fait. Donc, autant il y a un besoin industriel, mais quand même, tu n'as jamais fait le 26. D'abord, il va falloir que tu sortes les rames. Le 52, je t'en parle pas. Moi, il a fallu 1 an de noms sur des projets envoyés pour des polars, des pitchs polars, etc. Voilà. Et en fait, et après, le polar. Vous ne faites que du polar, on a tendance à enfermer les gens beaucoup. Il y a un truc magique, je trouve que c'est 2 facettes d'une même médaille, c'est que le point positif, c'est que si vous faites un épisode de polar, on considère que vous pouvez tous les faire. J'exagère. Ah, 2 ou 3. Non, mais en tout cas, si tu as réussi à forcer la porte de quelque chose, on peut se dire que c'est bon, tu peux faire de 52 polars alors que tu as eu 1 ou 2 expériences. Moi, j'ai fait un programme court, je suis rentré chez Neuchâtel, je disais juste scène de ménage, je disais oui, mais entrez, monsieur. J'exagère à peine, mais en gros, on considérait que j'étais un expert, alors qu'il y avait du bluff là-dedans. Je dis bon, bah, peut-être que ce programme, oui, mais pas l'autre. Voilà. Et le versant négatif, ce que disait Mathieu, c'est que par contre, la transversalité, c'est que si tu fais du polar, t'es monsieur polar. Par contre, tu ne sais pas écrire de comédie et si tu fais du programme court, tu sais pas faire de 52. Si tu fais du 52, tu sais pas faire celui d'après. Donc, à chaque fois, des petits hold-up, des petits braquages à faire ou des entrées par la fenêtre ou par le soupirail pour réussir à faire le premier. Et après, les choses se simplifient.
Mais vu qu'on n'est pas snob, on n'est pas. Non, mais c'est du coup, on est arrivé par le web, la télé. Là, on fait du cinéma depuis quelques années, mais c'est évidemment l'arrivée des plateformes, le fait qu'il y ait eu le Covid et tout, qui a fait que ces deux milieux ont commencé à devenir plus poreux. L'arrivée des ricains change aussi la donne par rapport à la façon dont les scénaristes sont perçus. Mais du coup, clairement, nous, on est passé par absolument tout avant d'arriver à un stade aujourd'hui où la majorité, quasi-totalité des projets qu'on fait, ça nous éclate et c'est nos rêves d'enfants. Et je pense on est passé par une grosse phase où on a dit oui à tout. Mais tout, même faire de la voix off, de documentaire, on a tout fait, on a dit oui à tout. Est-ce qu'on a appris partout? J'ai fait du clem, c'est pas infamant encore une fois de faire du clem, c'était pas du tout ma cam, c'était du soap. J'ai fait quand même, j'ai appris et c'était génial. Et des fois, c'est des expériences foireuses, mais il y a tout, il faut dire oui à tout. Moi, c'est mon conseil. Et justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Thomas, mais à quel moment, sur quel projet vous êtes dit, OK, là, c'est plus de la commande, là, c'est du 100% kiff, en fait. Le projet bascule, en fait, pour vous deux, quoi. On n'a pas la même réponse à ça, évidemment, parce qu'on a eu justement ces carrières un peu parallèles en natation synchronisée. Moi, déjà, cette bascule, ça n'a pas été je fais de la commande et c'est pas moi et ensuite je vais faire un truc qui est moi. C'est qu'à l'intérieur, c'était une clé, mais c'est à l'intérieur de ces commandes, j'arrivais à mettre de moi. Même dans celle-là, j'ai des sketchs dont je suis extrêmement fier d'un point de vue personnel, alors que c'est pas mes personnages, c'est pas mon programme. Voilà. Sur Papa Grand, à chaque fois, j'ai essayé d'y mettre de moi-même et il y a des interstices pour le faire. Dans Panda, c'est du polar procédural TF1 avec le carcan qu'on connaît. Ben moi, c'est une des séries où j'ai mis le plus de mon âme et de mon cœur, et de papa, d'homme, voilà. Bon, le projet, pour répondre très basiquement à ta question, c'est pas un projet avec Mathieu, c'est Derby Girl, que j'ai coécrit la saison 2 avec Nicolas Lange, donc le créateur de la série, et Fiona Ledgore. On était 3 quand on m'a approché pour écrire la saison 2 de cette série, qui est encore une fois pas un bébé. J'ai regardé la saison 1, j'ai commencé à écrire la 2, je me suis dit, ok, ça, c'est ma cam, je pourrais le regarder en spectateur et je pourrais surkiffer. Et à partir de là, moi, j'ai envie de dire que depuis ça, j'ai fait majoritairement des trucs que je pourrais regarder et qui me font kiffer. C'est Derby Girl saison 2 qui est, malheureusement, je sais pas si on peut encore la trouver sur Slash. Mais je vous y encourage, c'est un gros délire, c'est du Edgar Wright, il y a des influences Fight Club, c'est un peu n'importe quoi, c'est trop cool. Voilà. Et alors moi, donc déjà complément de, en fait, il y a moi un moment de ce qu'a dit Thomas sur le fait de mettre de soi dans des trucs de commande. Alors moi, ce que je dis souvent à tout le monde, c'est je suis fier, surtout de ma carrière, pas forcément de ce que j'ai fait. J'ai du mal à regarder ce que j'ai fait, etc. Mais on commence à se rapprocher de... On n'est pas à l'abri que Lucky Luke et Astérix, je peux le dire de manière certaine. Voilà, donc je vais être fier. Et pourtant, on n'a pas créé Lucky Luke, on n'a pas créé Astérix, évidemment. Mais c'est la clé, déjà, c'est de faire quelque chose que tu regarderais. Il faut se rendre compte quand même que mécaniquement, la télé, c'est quand même une audience de gens qui ont entre 50 et 68 ans de moyenne pour France 3, je crois, hein, et 62 ou 63 pour France 2, donc de moyenne d'âge. Et c'est ça, oui, correctement. Donc voilà, moi j'ai jamais autant parlé avec mes grands-mères et mes oncles et tantes que depuis que je fais du polar, j'ai fait du polar pour la télé, parce qu'on avait, voilà, ils regardaient ce que je faisais, et moi, de moi-même, je n'avais pas regardé ça. Donc clairement, c'est un truc qui joue. Mais il y a un truc intéressant, c'est que nous on a quand même joué avec beaucoup de licences ces derniers temps, et donc on est devenus les monsieur licences. Donc on a, tu vois, il y a 3 personnes au monde qui ont, je pense pas dire de bêtises en disant ça, qui ont joué avec Lucky Luke et Astérix, c'est Goscinny, Thomas et moi. Donc c'est quand même des trucs assez ouf. Et on a joué avec Belphégor. Et là on nous propose évidemment de bosser sur des IP plus ou moins historiques, mais françaises, etc. Et le fait est que pour moi, et je pense que plein de gens se sont pincés le nez à l'idée de faire Lucky Luke parce que les adaptations précédentes étaient très cartoon et tout, mais voilà. Mais nous, c'est une des interstices qui est de l'ordre de, tu prends un truc qui n'est pas à toi et tu mets de toi-même. Et l'IP, en fait, si on y réfléchit 3 secondes, je veux dire, Phèdre de Racine, c'est Euripide qui écrivait, c'est Euripide qui écrivait le nom, alors évidemment le nom du jeune homme m'échappe, mais en gros c'est l'adaptation des Grecs classiques. Tout le théâtre,
C'était la logique, c'était on prenait des pièces antiques et on les adaptait et on les modernisait. Et en fait, le principe même de tous les metteurs en scène, les grands auteurs et tout, ça a été de reprendre ce qui a été fait dans le passé et de le réactualiser. Et donc Thomas et moi, à la base, on n'a pas la même vision. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un endroit de braquage. C'est-à-dire, moi, je lis beaucoup de BD, je lis beaucoup de livres. Voilà. Attends, excusez. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous serez très frustrés, mais Mathieu vient de nous dévoiler à peu près, je pense, 250 mètres de dessiné sur sa... Il y a une bibliothèque là derrière et c'est un tiers de ce que j'ai parce que j'ai un bureau et que voilà. Bref, mes parents me maudissent. Mais toujours est-il que moi, j'ai grandi dans la BD, j'ai grandi dans les bouquins, les films, etc. Mais en tout cas, c'est des endroits, c'est des choses qu'on aime. Mais en même temps, à chaque fois, l'enjeu, c'est de pouvoir le trahir et d'y mettre de soi. Et en fait, il y a un grand moment dans ma carrière, dans l'évolution de carrière, où j'ai cessé d'essayer de développer les projets pour lesquels j'avais des fondations d'innovation à l'écriture, au développement. Donc, du coup, des prods s'y intéressaient, il y avait moyen, mais c'était quand même des fondations à l'écriture. Donc, c'était à l'innovation, je veux dire, c'est des choses que le marché ne développe pas de lui-même. Et c'est une bataille sans fin. Il y a un moment donné où on est venu, on nous a dit Panda. On s'est fait bon, ok, d'accord. Et en fait, on a commencé à mettre des choses de nous et on a commencé à répondre aux désirs des autres. Et ça, répondre aux désirs des autres ou trouver sa place dans une IP, en fait, c'est des endroits, mais salvateurs. C'est salvateur comme démarche parce qu'en fait, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu trahis avec amour, bah, en fait, tu as un champ incroyablement large. Et c'est pas cynique que de dire, quand les gens te proposent quand tu demandes des millions à des gens pour faire quelque chose, tu as intérêt à lui leur donner des trucs rassurants. Et c'est pas très cynique de dire il faut qu'il y ait beaucoup d'adaptations. En vrai, c'est bien qu'il y ait des choses originales, des ovnis, mais il y a même des ovnis qui sont les adaptations. Enfin, je veux dire, Apocalypse Now, c'est l'adaptation de Cœur des Ténèbres de Conrad. Enfin, voilà, donc il faut quand même se rendre compte de cet aspect-là. Et on a tendance à dire, enfin, les Ricains, c'était 75, maintenant c'est presque 90% d'adaptation d'IP. C'est plutôt à 30-50, voilà. Le Comte de Monte Cristo, Dumas à poupée, sur une histoire quasiment similaire. Donc, de toute façon, de tout le temps, ça se copie. Nous, notre credo, c'est de prendre. Il y a cet aspect rassurant, ce côté familier aussi. C'est pas que stratégique, c'est aussi agréable. Les gens sont contents, je pense, de voir Lucky Luke. Aujourd'hui, c'est sympa, ça réactive des souvenirs. Et en même temps, de pas faire une photographie et du copier-coller. Nous, on essaie que ça ait du sens, qu'il y ait un petit prolongement, qu'il y ait l'espace pour y mettre de nous. Et que ce soit une continuité et pas juste voilà, on en a pas mal parlé à La Rochelle quand on parlait de Belphégor. Voilà, c'est le but, c'est que ça ait sa place dans la continuité d'une œuvre, qu'il y ait eu l'espace pour y mettre de nous-mêmes, mais qu'on soit pas dans un copier-coller. Et justement, quand vous arrivez sur Panda, j'aurais presque tendance à dire que l'IP à ce moment-là, c'est Julien Doré. Il est déjà sur le projet. Parce que je crois que j'avais lu ça, effectivement. Ouais. Comment alors, vous avez déjà répondu à la question. Alors, je l'ai vu dans plusieurs articles sur comment effectivement vous avez adapté par rapport à sa personnalité, mais est-ce que c'était vraiment le gros défi du format de travailler avec Julien Doré ou l'idée était plutôt de travailler le personnage principal? Non, alors c'est un projet qui s'est fait en plus de manière très pragmatique. C'est pas notre idée à la base. Ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a Nathalie Laurent de Superprod qui nous a appelé. Voilà, je vous présente ma fille pour ceux qui le voient. Voilà. Donc, il y a une productrice qui me contacte et il y a Julien Doré qui est très très chaud pour faire une série TF1 en disant je veux faire une série que ma grand-mère pourrait regarder, on y revient. Il y a TF1 qui est très très chaud pour faire une série avec Julien Doré et il y a Antoine Garceau à l'époque qui est le réalisateur qui est attaché à ce projet, qui me connaît parce que j'avais fait un petit peu de 10%. Et donc du coup, il y a surtout une bible d'un Canadien qui s'appelle Simon. Ça veut dire Mac Wright, pas Mac Wright, mais Mac. Simon McNabb. McNabb. Qui est le créateur des enquêtes de Murdoch et qui a ce pitch, mais alors c'est pas Panda à l'époque. Et c'est un Big Lebowski, c'est un mec qui a approché, mais qui voilà, c'est en série, il est sur un bateau, et il est un peu à l'arrache, c'est plus Magnum que voilà. Et donc, nous, on a cette petite mission. La difficulté, qui n'en était pas une, c'était de faire du sur-mesure sur Julien Doré et de coller au marché français, parce que le Canada n'est pas la France et l'Amérique n'est pas l'Europe. Et cette difficulté s'est avérée, en fait, assez simple, c'est qu'on a quand même un truc en commun, c'est qu'on est, peut-être moi plus que Mathieu, mais en tout cas, j'ai un truc en commun avec Julien Doré, c'est qu'il a un petit côté bisounours.
et un petit côté, ouais, l'enfance à sa place dans tout ça. C'est que Julien, il y a une imagerie très sur les animaux, sur les couleurs, sur les chatons, sur. Oui, les grosses peluches, ouais, complètement. Il a ce kiff-là, c'est quelqu'un qui est très pop culture en plus, qui a grandi avec les mêmes refs, voilà. Et du coup, il y a eu très naturellement ce délire s'est mis en place commun. Voilà. Moi, j'ai presque envie de dire, pour moi, la plus grosse difficulté de Panda, ça a été de coller au polar procédural TF1, parce que ça, je ne connaissais absolument rien. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à moi. C'est vraiment. Justement, c'est pas mal de nous donner justement les codes du procédural de TF1. C'est c'est pas ce qu'on appelle le low crime. J'ai vu ça dernièrement comme expression passée. Ah ouais? J'ai aucune idée. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en gros, il y a 52 minutes qui sont en fait 45 minutes concrètement de temps à l'image, où doit exister une victime assez rapidement. Disons 3-4 fausses pistes, et puis à la fin, on trouve un coupable. Le tout émaillé d'interrogatoires et de scènes de ce qu'on appelle nous les points flics, c'est-à-dire des récaps où tu expliques aux gens où tu en es dans l'enquête, où on est. Et au milieu de ça, une trame personnelle, interpersonnelle, qui est souvent, si on va jusqu'à la caricature, Alex Ramirez a fait un super sketch là-dessus, c'est les séries de polar, c'est un flic teigneux avec un bisounours, ou quelqu'un qui est allergique à tout, et puis quelqu'un qui mange beaucoup. Enfin, en gros, le binôme mal assorti qui va finir par devoir bosser ensemble, avec la scène iconique qui est commissaire qui sait ce Gugus, c'est votre nouveau coéquipier. Ah non, mais c'est pas possible. Voilà. Et si c'est un homme et une femme, éventuellement, il y a un love interest. Je caricature à peine, mais je caricature en étant très sincère. C'est exactement ce qu'on a fait dans Panda. C'est c'est une bourrine et puis lui, c'est un chaton. Et puis en plus, à la fin, il se fait chaud. Donc, franchement, on a suivi tous ces codes-là. Donc, il y a ce carcan-là. Mais au milieu de ça, vous pouvez faire des séries extrêmement différentes. Plus ou moins, voilà, HPI, qui est quand même le modèle du genre, est gloire à eux parce que c'est du super. Ils ont ouvert une porte. C'est très drôle, c'est du super polar. Et au plus, au-dessus de ça, il y a une liberté absolue où ils se permettent des délires visuels. Enfin, Petit aparté, j'invite d'ailleurs nos auditeurs et nos auditrices à découvrir l'épisode qu'on a fait avec Stéphane Carrier, qui est le co-créateur de HPI, qui revient justement sur la genèse de la création de la série. Ouais. Et en fait, la différence, il y a eux et à tous ceux qui l'ont créé. Non, nous, c'est vrai qu'on est arrivé dans les chaussons d'HPI, mais on a proposé quelque chose d'autre qui était la grande force qu'on avait, c'était que la personnalité de Julien ouvrait, comme l'a dit Thomas aussi. Voilà, le champ du délire était quand même là-dessus. Il a été demandeur, preneur, et ça nous a donné beaucoup de liberté. Il y a un truc qui fait qu'on a fait sûrement du low crime. Parce que c'était le contrat, hein. Parce que moi, je suis Thomas, on a bossé ensemble sur le polar, mais j'en ai fait plus que lui avant, etc. Moi, je suis un enfant d'Astrid et Raphaël. C'est une des personnes qui m'a vraiment formé. C'est Alexandre de Seguin et qui m'a, voilà, enfin, ça se passait très, très, très bien avec lui. Et on aurait pu aller plus avant, mais il s'avère qu'on avait nos propres séries. Et donc, moi, à un moment donné, il a fallu que je parte, mais je m'envole. Mais toujours est-il que la différence avec un polar classique, c'est qu'en général, il y a 4 actes en polar classique. Et nous, ça s'est pas tricoté immédiatement. Mais le contrat, dès le départ, c'était on va avoir un fil perso bien plus important, qui est de l'ordre de... Normalement, c'est 1/5 voilà, c'est 1/5 de l'épisode. Nous, ça va être 1/3 de l'épisode. Ce qui impliquait du coup... Et moi, c'était un peu le deal qu'on a passé avec Tom. C'est que dans les intrigues policières, moi, mon taf, c'était au final d'essayer de créer un carcan dans lequel on le faisait tous ensemble, hein, mais je prenais souvent le lead un peu mécanique de ces choses-là. C'était le truc le moins complexe possible, avec des idées forces chouettes, mais qui laissent de la place. Et ce qu'on a fait en saison 2, c'est carrément, on a dit, nous, on veut 3 actes polar. Pas 4, parce qu'avant, tu te proposais, parce que 4 actes, ça veut dire 3 retournements, parce que le principe de fausse piste, ça implique qu'en fait, tu as comme un thème et tu mets ta focalisation. Alors, la grosse erreur, il y en a des séries qui font ça, c'est faux suspect, faux suspect, faux suspect. Mais vu que c'est une mécanique où, en gros, du coup, tu sais que c'est un faux suspect, tu t'intéresses pas trop. La fausse piste, c'est plus intéressant, parce qu'en fait, tu peux même être sur le bon suspect, mais pour la mauvaise raison, et du coup, ça t'échappe. Et en fait, tu arrives à le choper. Et donc, du coup, nous, on a posé ça, et TF1, on leur a dit, parce qu'en fait, vu qu'on travaille sur des documents intermédiaires, que sont les synopsis, etc.,
tu affiches acte 1, acte 2, acte 3 quand tu l'envoies au diffuseur. Donc, le diffuseur, il a tendance à vouloir être très attentif au pivot. Parce que la logique, c'est comme si ça remettait l'enquête par-dessus tête. Le gars que tu croyais être le méchant se fait tuer en fin d'acte 1, le gars, etc., etc. Donc, on a établi qu'on allait faire des polars low crime, direct, et ça s'est traduit dans, OK, la structure, notre structure polar, elle fait 3 actes. Et c'est tout, et ça nous laisse de la place pour faire du perso, du délirant, du comédie. Et c'est difficile, en fait, ces manœuvres-là, on les fait sortir de leur cadre habituel et de ce à quoi ils sont très attentifs. Parce qu'évidemment, c'est comme ça que tu crées de l'attention. À la base, quand même, c'est 4 actes et c'est très simple. Hein. C'est parce qu'il y a, dans les lois américaines, ils ont droit à X coupures pub. Je pense 3 coupures pub ou 4 toutes les 12 minutes, ils ont droit à une coupure pub. Donc, toutes les 12 minutes, tu relances en faisant que, bam, tu as un cliff de ouf et tu vas revenir après la pub. Et c'est pour ça que c'est structuré comme ça. Nous, en France, on a une coupure pub par heure. Donc, en soi, on pourrait être plus paresseux. Et voilà, on l'a été sur Panda, mais pour le bien-être du rire et de l'émotion. De toute façon, tout ça est vraiment hyper passionnant. Et on avait, avec Maxence, une toute petite crainte. On s'est dit, on va avoir tellement de choses à aborder. Ça va jamais tenir dans une seule émission, même en tirant entre 75 et 90 minutes. Donc, on arrive presque à 75 minutes. Et on est qu'au début. Et on est qu'au début, et du coup c'est ultra frustrant parce qu'on n'a pas parlé de Lucky Luke, on n'a pas parlé de Rivière-Pourpre, qu'on n'a pas parlé de Belphégor. Il y a encore, je pense, 50 milliards de choses qu'on peut aborder ensemble. Je vais laisser peut-être une question pour Maxence, et puis après on clôturera, puis après vous êtes les bienvenus pour poursuivre ça lors d'un prochain podcast, parce que c'était avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais ouais, du coup, tu parlais de Belphégor, Lucky Luke et compagnie. Je me dis que ça peut être intéressant de peut-être faire une question sur... étant donné que vous avez fait aussi bien de la chaîne TF1, ligne d'édito assez particulière, très précise, mais à côté, vous avez avec Belphégor, donc c'est HBO Max, Lucky Luke, on est sur Disney+, et M6. Comment le rapport entre la chaîne, donc le diffuseur, et la plateforme se fait pour vous en tant qu'auteur? Alors, déjà, ça n'a pas été la même chose sur Belphégor et sur Lucky Luke. Très concrètement, nous, Lucky Luke, c'est une configuration qui va être de plus en plus répandue, j'ai l'impression. Nous, on a commencé à travailler avec France Télévisions. Sur Lucky Luke. Sur Lucky Luke. Donc, on a commencé à développer avec une certaine tonalité. Donc, on a parlé de Wyatt Dash et tout. Voilà, le projet, c'était de faire une série très familiale. Et au bout d'un moment, plein de questions qui sont à la fois financières, qui sont stratégiques. Disney+ est arrivé. Pas Euro, Disney. Et du coup, eux arrivent. Il y a des négociations qui se jouent sur qui va être le premier à diffuser cette série. Donc ça, c'est de l'argent, des sommes, la négociation entre les chaînes, ce qui ne nous regarde pas. Historiquement, le deuxième arrivant, normalement, il met moins d'argent et et là, il s'avérait que ça s'est inversé. Et pour Belphégor et pour Lucky Luke. On a eu les deux cas de figure, ça c'est le point commun. Ensuite, nous, ce que ça change au niveau éditorial, forcément, Disney arrive, ils veulent pas. Il y a deux choses, c'est qu'ils veulent pas forcément le même ton, parce que leur cible est pas la même. Donc nous, si je caricature, ils nous ont dit, ouais, mais nous, on veut plus, on tire vers 18-25. Donc s'il pouvait y avoir plus de coups de boule, des vannes plus mordantes, ça nous arrange. Donc là, nous, on a eu un petit braque à faire. Et puis ils ont pas les mêmes logiques de diffusion non plus. C'est ça. C'est-à-dire que sur du linéaire, là, la stratégie de Lucky Luke, c'est faire 3 épisodes par soirée. Ça s'enchaîne. Et puis la coupure pub, elle est après le début du deuxième. Donc en gros, ça s'enchaîne. C'est un mode de consommation qui est différent. Disney, après l'épisode 1, il faut que les gens cliquent sur l'épisode suivant ou passent leur chemin et disparaissent. Donc il n'y a pas les mêmes au niveau ce qu'on va mettre dans un épisode. Ça faut que ça cliffe un peu plus fort. Il faut qu'il y ait une promesse de ce qui va suivre sur toute la saison, parce que l'offre est tellement pléthorique. Donc, nous, en tant qu'auteurs, concrètement, c'est qu'à un moment, ils débarquent, ils lisent, on était très avancés, nous, dans les dialogues et tout, ils lisent quelque chose, et ils nous donnent cette nouvelle direction. Là, nous, il y a un virage à prendre qui n'est pas évident. C'est déjà garder la confiance de tout le monde, pour pas se dire que ce qu'on a fait avant n'est pas bien, mais voir comment ça peut cohabiter avec ce qui va venir après. Pour ça, il faut des très bons auteurs, mais il faut aussi des producteurs qui savent communiquer, qui savent rassurer, dire non mais les gars, on a confiance en vous, transformons le projet ensemble. Et ensuite, là où je pense on a été malin, mais tout le monde a été malin, je parle pas de nous personnellement,
c'est de vite créer un système harmonieux de communication. C'est-à-dire que quand tu renvoies après ces nouvelles versions, que t'aies pas un des diffuseurs, le diffuseur du début qui dit moi je préfère avant, et puis que l'autre qui dit oui mais c'est nous qui avons demandé ça. Enfin voilà. Donc on a créé un moment où ils nous ont fait des retours en commun, qui étaient passés à la moulinette de ce que chacun pensait, en précisant parfois Disney préfère ça, France Télé a précisé qu'eux ils aiment bien ça, mais globalement ils s'étaient mis d'accord et il y avait rien qui se faisait dans le dos de personne. Dans le cas de Belphégor, ça a été beaucoup plus simple. Dans la mesure où HBO Max, qui est arrivé donc dans un second temps, mais a pris la première fenêtre de diffusion, a rendu un avis sur la base des séquenciers en disant, un avis très simple, je le caricature à peine là aussi, en disant c'est ça qu'on veut, écrivez ça, dialoguez ça. Ils sont arrivés au moment des séquenciers, ils ont dit dialoguez ça, nous c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on achète. Et par la suite, les discussions qu'il y a pu y avoir entre les deux diffuseurs n'ont pas été nécessairement sur le texte. Là, M6 a gardé beaucoup le lead sur la nature du projet qu'ils avaient acheté au départ. En revanche, il y a eu des débats sur la nature du casting, la nature du montage, la dynamique dans le montage, parce que encore une fois, le mode de consommation n'est pas le même sur les deux médias. Voilà. Après, en tant qu'auteur, ça demande une petite gymnastique de se réinventer en cours de projet, mais c'est très intéressant, ça fait se réinterroger sur les choses. Sauf qu'il y a l'essence du truc. Après, ils gardent en commun quand même la volonté que les gens partent pas. Donc, il y a un langage, voilà. Ce qui était assez inédit et très formateur pour nous sur Lucky c'est que France Télé, c'était dans le cadre de l'Alliance qu'ils avaient pris le projet. Donc, l'enjeu, c'était que ce soit une coproduction internationale avec l'Allemagne et ou l'Italie. Il y avait une expérience un peu difficile pour chez Fédé avec l'Italie, donc ils comptaient beaucoup sur l'Allemagne, et d'autant plus que l'Allemagne était le premier marché de consommation de BD après la France. Voilà. Il y a eu notamment le Tour du monde en 80 jours avec David Tennant qui a été fait sur ce modèle-là. C'est une série vouée à être diffusée dans toute l'Europe. Voilà. Et ce qui est assez intéressant avec Lucky Luke, c'est quand on l'a fait, on l'a développé. C'était juste avant la correction Netflix de 2022 où en fait, on s'est rendu compte que le marché atteignait saturation et donc tout le monde a commencé à cesser de se faire la guéguerre en se disant moi je mets beaucoup d'argent pour faire des gros trucs et pour attirer tout le monde à moi voilà. Donc de Pic TV. Et nous c'est vrai, on se disait mais on a fait Lucky Luke pour les plateformes. C'était un truc plateforme. Netflix l'a pas lu, même pas lu. Amazon l'a pas lu non plus parce que et Disney c'était les seuls qui avaient lu. Et ils ont hésité, etc. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu que les antennes France, dans la façon de défendre les projets sur lesquels ils vont miser du développement, puis après de la prod, etc., il y a un lien avec Londres, et puis après, il y a un lien avec les États-Unis. En fait, ils se retrouvent, alors je ne sais pas si c'est tous les combien, mais en gros, ils se retrouvent à pitcher leur projet. Et en fait, ils ont, face à un comité américain, international, etc., et ils ont 5 minutes pour convaincre. Et en fait, une marque comme Lucky Luke, qui n'est pas connue en dehors du territoire européen, de leur dire c'est un truc pour les enfants, mais on va faire un truc pour adultes. Et typiquement, Disney était passé dans une logique où on rétrécit le champ de ce qu'ils font et disait nous, les programmes pour la famille, on fait très bien ça avec Star Wars, Marvel et tout, on n'en a pas besoin de plus. Donc localement, vous nous faites que des trucs pour aller choper les publics qui nous manquent, à savoir les 25, 35, etc. Enfin, les 18-35. Voilà. Donc, en gros, ils se disaient d'office, on va pas pouvoir défendre et dire, mais on vous jure quand même si ça vaut le coup de mettre de l'argent, parce qu'en fait, c'est un truc pour enfants, non, on va faire un truc pour plus vieux. Et donc, ils ont même pas lu. Et donc, France Télé, ils ont misé dessus, ils ont fait confiance très, très fort sur le truc. Et il s'est avéré que l'Allemagne n'a jamais répondu. Et du coup, il y a la logique par rapport à Disney qui avait hésité à le faire pour les raisons que j'ai citées, mais qui là, du coup, avait sous la main 4 épisodes, et c'était plus la même chose, c'était pas juste une bible de 12 pages et tout, qui pouvait concrètement montrer ce qu'on était en train de faire. Et ben là, ils se sont dit, ok, on va faire un attelage. Et ce qui était très intéressant du coup, c'est que c'est la première fois que l'alliance, la logique, c'est un tiers de diffuseurs. Donc là, il y avait qu'un tiers de financement. Donc quand Disney s'est mis à mettre les 2 tiers d'un coup, les rapports de force se sont inversés. Et ce qui était intéressant, mais assez dur, c'est que côté Disney, c'est les achats. Quand tu arrives en deuxième fenêtre, c'est pas les développements originaux. Donc, c'est les achats qui nous ont pris, mais on était suivi par quelqu'un des développements originaux parce que normalement, les achats, ils peuvent pas jouer avec la matière. Donc, on avait 2 têtes chez Disney, plus France Télévisions, et tout le monde a appris en faisant parce que, évidemment, les rapports de force, on était quasiment en prépa quand on continuait à développer avec eux, etc. Donc, c'était une gymnastique de malade mental, mais on a tous énormément appris et c'est des attaches, alors que dit Tom, qui vont être de plus en plus
nombreux, pour pouvoir arriver sur notamment des trucs un peu événementiels comme ça, comme du Belphégor, comme du Lucky Luke et tout, une des façons d'arriver à atteindre des budgets en réduisant les risques, c'est évidemment de faire des collabs plateformes. Les TF1, Netflix, ça s'est fait sur le bazar de la charité, sur des choses comme ça se fait beaucoup. Donc, c'est amené à se faire. Voilà. Donc non, c'était une expérience passionnante, un vrai numéro d'équilibriste, clairement. Bon, super. J'avais encore, alors pour vous dire, pour les gens qui suivent la version YouTube, on a des tonnes de questions avec Maxence qu'on prépare à chaque fois, et on en a posé 5 et les réponses étaient passionnantes. Donc, je pense qu'on vous renverra une invitation début 2026 pour venir commenter. C'est notre faute, pardon. Non, c'est passionnant, c'est très bien. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire faisons plusieurs saisons ensemble. Voilà. Oui, avec plaisir. Attends, méfie-toi, Déborah nous a dit pareil, elle en a son 6e ou 7e épisode avec nous. Voilà. Avec plaisir. Carrément partagé. Avant de finir, Maxence a un petit cérémonial. Je te laisse. C'est ça, un petit rituel. Donc 3 questions à répondre assez rapidement. La première réponse qui vous vient en tête. La première, c'est le film ou la série préférée. Alors non, mais moi, il y en a une. Ma préférée de tous les temps n'est pas. Il sait pas répondre vite, je veux le dire. On répond encore moins vite quand les gens nous interrompent. Non, il y a The Young Pope qui est 2 films de 10 heures, mais qui est vraiment voilà. Et après, il y a juste derrière, il y a Mad Men, qui est pour le coup une vraie série. Voilà, mais c'est mes fétiches absolus. Lost et MacGyver. Cool. Le scénario que vous auriez aimé écrire. Matrix. C'est pas mal. Il y a de la bagarre, de la SF et New York. Voilà. Très bon. Moi, Seven. Super. Usual Suspect. Ok. Ça tue tout. Le dernier coup de cœur. Et ça peut être n'importe quoi. Film, série, roman. Les 7 samouraïs de Karo Kurosawa que j'ai découvert là et qui est c'est du délire tellement c'est 1953 mais c'est d'une modernité. Moi, c'est Empathie. Florence Lompré, Thomas Gijol, c'est une série qui est d'une générosité extrême, d'une tendresse absolue et qui parle de gentillesse. Et ça, ouais, c'est un peu, moi, tout ça j'arrive plus à parler. C'est pour ça que j'écris, moi. Voilà. Donc, il n'y a pas de bagarre, par contre. Mais c'est cool quand même. Avant de se quitter, où est-ce l'actu la plus brûlante pour vous deux et où est-ce qu'on peut suivre votre travail? Ma question, je n'aimais plus parler non plus. Moi, ça pas. L'actu brûlante, c'est qu'on a 2 séries qui sont sorties du four, qui sont prêtes à être diffusées. On a Belphégor qui arrive en décembre sur HBO Max et un peu plus tard sur M6. Et on a notre Lucky Luke qui va sortir en premier trimestre 2026. On est sur M6 parce qu'on a l'impression qu'on a une cool série de genre avec des jolis décors et tout ce qu'on aime et beaucoup de notre âme dedans. Donc c'est au tout de mars-avril pour Lucky Luke sur Disney. Ce sera l'événement de France Télévisions pour le Noël 2026. Et en Noël 2026, on a aussi Astérix au cinéma. Waouh. Le royaume de Nini. Voilà, donc l'année 2026 est assez cool. Mais ce qui implique que 2027... Enfin, on a beaucoup de développement du coup. Là, finir sur du mystère, on est en train d'écrire le long métrage de nos rêves. On est en train d'écrire notre Pirate des Caraïbes. Je n'en dis pas plus, mais c'est... Waouh. Voilà. On rêve en ce moment. Il y a des épées qui s'entrechoquent. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est fou comme vous teasez vraiment un prochain épisode. T'as vu ça? Et on vous suit tout doucement sur Instagram? Moi, je poste beaucoup plus que mon camarade, mais on est là sur Insta et c'est à peu près le seul endroit où on est. Il y a le LinkedIn de Mathieu Leblanc qui est très fourni. Mais sinon, venez nous parler sur Insta, on est là. Moi, je reposte que poste Thomas et je mets des petites critiques de films que j'ai vus, notamment les dernièrement, les 7. Allez sur le Letterboxd de Mathieu Leblanc aussi. Ah oui, voilà. Là, il y a du lourd. Moi, je suis trop feignant pour faire ça. Mais on s'approche. Et puis, Mathieu, peut-être que le logiciel, en tout cas le soft d'écriture, on mettra un petit lien. On fait 10% de promo pour nos auditeurs. Et puis voilà, on devient tous des petits influenceurs, des influenceuses beauté, quoi. On en reparle, mais allez checker. Ouais, mais carrément, je suis très curieux de tout ça, ouais. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir été ce sniper bienveillant qui ne fait pas de méchanceté.
Anti-sniper, Maxence. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Séquence. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Merci encore de faire de Séquence un des podcasts qui est parmi les 20% des podcasts les plus écoutés de France. Et on va pas se mentir, ça fait quand même toujours bien plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas d'actionner la cloche, de mettre des étoiles. Comme ça, les gens, quand ils regardent quelque chose, on leur suggère Séquence. C'est la magie des algorithmes. Et on vous fait à tous des bisous. Encore merci Thomas. Encore merci Mathieu. Merci à vous. Merci à vous. Très, très bonne continuation. À vite. Allez, salut à tous. À bientôt. Bye là.